Et là, je vois les lumières de Range Rover et je sors et je me fous sur la route comme ça. La voiture s'arrête, Gérard sort. Mais qu'est-ce que tu fous ? Mais t'es fou ! Puis Monsieur Junio, vous auriez pas un rôle pour moi. Damien Jurot est un acteur nominé au César et un dessinateur. À 15 ans, il réussit à convaincre l'acteur-réalisateur Gérard Jugnot de le laisser faire un casting pour son prochain film, Monsieur Batignolles. Allô Damien, c'est Gérard Jugnot, tu te souviens de moi ? Ah oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu veux toujours faire du cinéma alors ? Oui. Quand toute ta vie on t'a dit que t'étais une merde mais qu'après on dit que tu vaux de l'or. Ah wow. Le bus qui m'amenait le lundi matin à l'école, imagine que c'est un bus qui t'amène à l'échafaud. Tu vas passer une semaine avec des gens qui potentiellement vont te casser la gueule, vont t'humilier, vont te pisser dans tes vêtements. En 2024, Damien sort un livre où il témoigne de cette violence et du dysfonctionnement du système scolaire. Moi, si ce livre il peut sauver 3 personnes, j'ai fait ma part. Ce qui est important de dire à ces enfants-là, c'est ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Et on va te croire. Et on va te croire. Je te crois. L'aventure de préface commence et j'ai une petite chose à vous demander. Juste en dessous de cette vidéo, vous avez une petite cloche, abonnement, subscribe. Si vous vous abonnez à notre chaîne YouTube, on devient visible. On a créé Préface pour avoir des conversations inspirantes. Et quelle conversation on vient d'avoir. Elle nous rappelle cette chose simple. On est à une décision de changer sa vie. Si vous êtes en quête d'un déclic, de renouveau ou d'un élan, que vous êtes à 2 doigts d'écrire le prochain chapitre de votre vie, alors bienvenue dans Préface. Je suis hyper heureux de t'avoir avec nous, Dame. Moi aussi. Hein. Ouais. Avec ce métier, j'ai découvert quelque chose que je connaissais pas. C'est que la fragilité, c'est un trésor. Ouais. Et pour moi, tu représentes ça. Je connais très peu de gens qui m'inspirent ce que tu m'inspires. T'as une beauté en toi, mon ami. Je peux dire mon ami. Voilà. Et j'ai compris beaucoup de choses en dévorant ce livre, au sens propre du terme, vu que je l'ai reçu il y a 24 heures, qui s'appelle Harcelé, qui raconte ton histoire. Ça s'appelle Enfant star à l'écran, victime à l'école. Ouais. Et moi, je ne savais pas ça. Donc, c'est pour ça que je t'ai invité. Je me dis, petit cachotier. C'est un livre que tu as coécrit avec Anthony. Anthony Quindroit, ouais. Et alors, nous, le podcast s'appelle Préface, hein, c'est écrit un petit peu partout autour de nous. Et la préface de ce livre, elle est écrite par quelqu'un qui a changé ta vie. Ah ouais, qui m'a sauvé la vie, ouais. Qui est Gérard Jugnot. Gérard Jugnot, ouais. Raconte-nous ça. Eh ben, en fait, alors, tu veux que je te raconte comment il a changé ma vie ou... Non, la préface, parce que ce qui est hyper intéressant, comment t'en es arrivé à lui demander d'écrire la préface de ton livre Parce que, en fait, comme j'allais raconter ma vie, je voulais demander à la personne qui l'avait sauvé d'en parler, quoi. Et lui, il aime pas du tout que je dise qu'il a sauvé ma vie, mais pourtant, c'est le cas. Et en fait, je lui ai mis un message. En fait, là, c'est drôle parce que j'avais proposé ça à la maison d'édition en lui disant, voilà, je demanderais bien à Gérard Jugnot de faire la préface. Et il m'avait dit, ah, super idée, assez vendeur, parce que forcément, c'est une maison d'édition, il ne veut pas dire le contraire. Et je repoussais, parce que j'osais pas lui demander. Puis en fait, je crois que c'est 2 semaines avant de rendre vraiment le manuscrit. On me dit, alors, t'as des nouvelles de Gérard ? Je fais, ouais, c'est bon, ça va le faire. Bon, et je lui mets un texto, et je lui mets, écoute Gérard, voilà. Bon, écoute, il y a un livre qui va sortir sur ma vie. Et il me répond, le premier truc qu'il me répond à ça, déjà, c'est, ah bon, pourquoi tu vas mourir ? Et je fais, bah non, pourquoi ? Il me fait, bah parce qu'en général, quand on a une bio qui sort, c'est qu'on est en fin de vie. Je lui raconte un petit peu, et il me fait, je vais te saigner. Donc je comprends que c'est oui. Ouais. Et en fait, il me dit, par contre, là, je travaille, donc je pourrais pas te le faire tout de suite. Et en fait, au bout de 3 jours, je reçois par mail cette préface. Il me dit, si ça va pas, tu me dis, on la refera. Et en fait, tu touches rien. Oh, ça va aller. Il est hyper touchant. Hein. Il refuse tout ce que tu dis, hein, d'ailleurs, dans la préface. Il dit, j'ai juste été le déclencheur du changement. Ouais.
Il taquine aussi au passage, rapidement, Ouais, on sur les reparlera tatouages. dessin. Ah, ça, c'est on un vrai reparlera problème dessin, chez j'ai lui. trouvé. Il dit j'ai toujours apprécié son sens graphique pour le dessin, mais moins fan des dessins qu'il inflige à sa peau. Ça, il en met partout, parce que dès qu'il parle de moi, il parle de ça, ouais. Alors, c'est quoi l'enfance de Damien Joureau ? On va commencer par ça, parce que où est-ce que tu as grandi ? Moi, je suis né en Franche-Comté, donc dans l'est de la France, dans un petit village. Au début, il y avait 400 habitants. Je viens d'une famille d'horlogers. J'ai un frère, un grand frère et 2 grandes sœurs. On vient d'un milieu modeste, très très modeste. Même s'il y a la Suisse à côté, en fait, mes parents sont comme moi, ils ont jamais vraiment su gérer les histoires d'argent. Puis on était une famille nombreuse aussi, donc voilà. Tout de suite, j'ai compris que l'école, ça serait pas mon ami. C'était compliqué très très vite pour moi, et en fait, on l'a découvert bien plus tard, mais j'ai une forme de dyspraxie. Qu'est-ce que c'est la La dyspraxie ? dyspraxie, en fait, c'est que, pourtant, je suis dessinateur, tu vois, mais je sais pas vraiment me repérer dans l'espace-temps, et surtout, si tu me demandes de tracer un carré, je risque de te faire un triangle, quoi. Waouh ! Et donc, ça peut être compliqué. Quand tu Et dessines, pourtant, je dessine, tu vois. c'est incroyable. Mais je pense que c'est ce qui a fait la rééducation. Je me la Ouais. suis fait moi-même, mais voilà. Donc en fait, j'ai grandi dans ce milieu-là, qui est un milieu à l'est de la France, ces petits villages comme ça. Il fait l'hiver, il y a 2 mètres de neige. Ouais. Ça peut monter jusqu'à -30. Et dans une famille un peu cabossée, quoi. Même bien cabossée, où il y a un peu des secrets. Et en fait, on en parle dans le livre. On dit souvent que les secrets de famille, en fait, il vaut mieux en parler, parce que sinon, en fait, c'est ce qui fait que les générations suivantes, elles prennent cher. On appelle ça l'héritage émotionnel. Voilà. Ouais. Moi, j'appelle ça payer les impôts pour ses parents. Et donc l'école, ouais, c'est pas du tout ton L'école, truc, quoi. tout de suite, je comprends bien qu'il y a un problème, quoi. Puis je pense que l'école comprend vite qu'il y a un problème avec moi aussi. Je retape très vite, je retape le CE1, je crois. Je me sens déjà... je me suis toujours senti à part, en vrai, moi, mais j'avais pas du tout les mêmes... Moi, j'adorais lire, par exemple, tu vois, je veux dire, les bouquins, ils sont rentrés chez moi grâce à moi, en vrai. Parce que, je crois que mon père, une fois, il a acheté une encyclopédie, mais je pense qu'il s'est fait rouler. Je pense que vraiment, le gars a très bien joué son coup. Mais il y avait pas de bouquins, il y avait pas... La culture, c'était pas vraiment l'attrait dans ma famille, quoi. Moi, je sais que j'en avais besoin. Et donc voilà, moi je passais plus de temps à dessiner qu'à... C'était quoi un week-end C'était... Il y avait des moments un peu sympas, parce qu'on regardait Texas Walker avec mon père. C'est des petits moments entre nous, mais en vrai, moi je jouais dehors. La chance que j'ai d'avoir grandi à la campagne, c'est que il y avait pas encore toutes ces conneries d'écran, donc Ouais. moi je faisais du vélo, j'allais jouer au foot avec mon voisin. Ouais. Je faisais des conneries, hein, je me suis cassé je sais pas combien de fois la jambe. Mon père avait une phrase que j'aimais beaucoup quand je rentrais, il regardait si j'étais égratigné. Si je l'étais pas, il me disait tu t'as pas bien joué. Et j'étais assez d'accord avec ça. Mais les week-ends, c'était ça, et c'était aussi mon frère qui a 11 ans de plus que moi, qui avait 11 ans de plus que moi parce qu'il est décédé, mais avait un vrai problème avec l'alcool. Donc moi, le week-end, je m'en inquiétais beaucoup, parce que il sortait le soir. Et mon frère, qui était la plus gentille personne au monde, en fait, dès qu'il avait bu, il avait un vrai problème de schizophrénie. Donc en général, il rentrait, il voulait tuer tout le monde, quoi. Donc c'est mon père qui le Ouais, stoppait, donc j'avais un peu peur le tu week-end. racontes même dans ton livre qu'à un moment, il a failli agresser ta sœur. Ouais, d'ailleurs, il a tu failli disais. poignarder ma sœur, ouais. Mais en fait, c'est horrible, parce que c'est vrai, quand on parle de lui, on a quand même un amour fou pour lui, parce que c'était vraiment une des personnes les plus gentilles que j'ai rencontrées dans ma vie. C'est juste un mec qui a été encore 3 fois plus cabossé que moi, et qui voilà, quoi, qui s'est détruit par d'autres moyens, et qui se contrôlait pas quand il avait bu, comme 90%. Ça va être le sujet d'un épisode du podcast d'ailleurs, parce Ah que ouais. j'ai une de mes meilleures amies qui traverse la même chose avec son fils. Ouais. Et effectivement, quand tu touches ça de près, ces changements de personnalité Ouais, aussi c'est- radicaux, de passer d'un ange à un être possédé, quoi. Tu vois, Ah ouais, qui est mais c'est vraiment, impressionnant, hein. ouais. 1m54, mon frère, est tout petit. Vraiment une brindille. Et je peux te dire qu'il te soulevait des pompiers de 2 mètres. Moi, je l'ai vu. Enfin, j'étais halluciné, quoi. Et donc, le week-end, j'avais un peu cette angoisse-là. Parce que forcément, quand t'as 9 ans, même un peu avant, tu vois. Donc, moi, mon monde, vraiment, c'était dans les feuilles et les feutres.
où vraiment j'arrivais à changer totalement de... C'était vraiment mon monde, quoi. J'étais ciné 24h24, ça me permettait d'oublier plein de choses, quoi. Ta maman, dans tout ça, ça doit pas être simple d'élever un enfant malade Ouais. psychologiquement. Ouais, et puis à ma maman, en plus, elle, pareil, hein, particulier, ma mère, c'est une Sicilienne abandonnée à la DAS quand elle est toute petite, donc elle est... Moi, je dis toujours, on n'apprend pas à être parent, mais alors quand on n'a pas eu, c'est encore pire, quoi. Ouais. Parce que autant mon père, il a eu des parents, mais il a perdu très très jeune sa mère, et mon grand-père, bon, voilà, était inexistant. Et ma mère, ses parents étaient pas là, frères et sœurs, bon, ben voilà. Et ma mère, il faut savoir que c'est une toute petite bonne femme d'1m43, Ah ouais. avec un tempérament de feu, Ouais. donc sicilienne, donc un côté mère juive, Ouais. me tient encore la main quand on traverse le passage. Pourtant, j'ai 40 piges. Et c'était compliqué pour elle, mais elle a toujours été là, quoi. Enfin, je veux dire, elle nous a tenus, quoi. Parce que mon père, lui, bossait beaucoup, et puis c'est une autre génération, quoi, les darons Ouais. d'après-guerre, quoi. Il y avait C'est un vrai. côté, on fait des gamins, et puis ils se démerderont, quoi. Donc ma mère, elle a toujours été, c'est l'amour de ma vie, hein, mais comme beaucoup de fils avec leur maman, mais moi, ma mère, elle est incroyable. Je l'appelle tous les jours, de toute façon. C'est super touchant parce qu'il y a plein de gens qui te suivent sur les réseaux sociaux, moi le premier. Mm. Et j'adore la manière dont tu nous fais rentrer dans ton monde, Ouais, dans ton quotidien. Ce qui est beau quand tu dis cabosser et tout ça, c'est qu'il y a... tu le partages. Donc déjà, tu le partages avec ce livre, mais on le sentait déjà avant Ouais. même ce livre. Tu fais rentrer les gens là-dedans. Et ta relation avec ta mère, tu joues souvent avec. Ah tu ouais, fais même bien des sûr. stories, tu déconnes. Ah ouais, mais moi, j'ai Vous avez une beaucoup- enfin, complicité incroyable J'ai tous un les deux. truc, moi ma mère elle me fait rire, tu vois, quand elle va chercher ma fille à l'école, elle met le sac à dos de ma fille, on dirait une petite fille atteinte de progéria. Elle est là, putain, elle a 1m43, et à chaque fois je suis maman, putain. Mais en fait non, mais moi je l'adore, tu vois, quand moi je suis fan de Renault par exemple, je partage des fois des photos avec ma mère où je dis bah voilà, je suis avec Renault, parce que ma mère c'est une clopeuse, elle boit son petit verre de vin blanc le soir. Je veux dire, elle a 70 piges, elle a fait des AVC, elle sort de l'hôpital, elle se rallume une gauloise. C'est vraiment, mais j'ai un truc avec ma mère, c'est que j'ai toujours soutenu, quoi, parce que moi, je suis le seul des frères et sœurs à pas avoir fait de conneries. Parce que j'avais ce truc-là, ce deal un peu avec mes parents. C'était, moi, je veux pas faire de bruit quand je rentre, quoi. Mes frères et sœurs en ont tellement fait que moi j'avais une espèce de culpabilité par rapport à ça. Et effectivement, je fais rentrer les gens dans mon monde, mais c'est pas pour leur dire regardez, oh là là, je suis cabossé. Il y a forcément un truc de comme j'ai été harcelé jeune et moins aimé, et que forcément de par mon métier, on m'aime un petit peu plus maintenant. Mais j'aime surtout leur montrer que la vie ça s'arrête pas à être cabossé, quoi. J'aime bien faire le con. Je fais des stories dans des escalators qui durent 4 heures. Je fais un... Et puis c'est surtout que j'aime pas ce mythe du comédien qui doit être être mystérieux, sombre et tout. Non, moi rentrer chez moi, allez voir, vous allez voir, c'est le bordel. J'ai une fille qui un jour se finira dans une voiture de police. Enfin voilà. Enfin un fils qui est aussi nul à l'école que moi, mais ça va. Hein. C'est beau. Vraiment. Alors, moi, je suis papa. J'ai une petite fille qui a 11 ans. Et le harcèlement, c'est un truc qui me terrifie. Et on a reçu d'ailleurs Aton ici, qui est un ancien membre du GIGN qui a traversé exactement la même chose que toi. Ouais. Toi, ton chapitre sur la résistance, elle arrive plus tard que lui. Ouais. Lui, il a résisté vraiment par la violence, hein, par la force. Il a même transformé ça comme un moteur de sa vie. Mais aujourd'hui, j'ai découvert dans ton livre les chiffres qui me paraissent complètement effarants. Et je pense que c'est pour ça que c'est très important qu'on parle de tout ça ensemble, parce qu'on va, à travers cet épisode, donner ton histoire, ton ressenti. Des gens qui ont traversé cette même histoire vont certainement se reconnaître, mais aussi donner des armes, j'ai envie de dire, c'est le mot que je veux employer, à des enfants qui peut-être vont nous regarder, ou des jeunes ados, pour casser ça, en fait, pour le briser. Par an, c'est 1 million d'enfants qui sont harcelés à l'école. Et 61% des victimes
de ce harcèlement ont pensé au suicide. Ouais. Ça me terrifie. C'est un âge où on n'est pas forcément capable de répondre, de se comprendre, même de comprendre la situation. Ouais. Et ben tu vas en être la voix pour nous expliquer voilà comment tu parles dans ton livre de la valse à 2 temps, de comment raconte-nous maintenant tout ça, je te laisse Tu sais, ce qui est nous un peu emmener. bizarre, c'est que moi, je me dis qu'à mon époque, la chance que j'avais, c'est que j'avais pas les réseaux sociaux. Parce que je pense que c'est encore pire maintenant. Parce que t'es harcelé la journée, mais t'es aussi harcelé le soir avec les réseaux sociaux. Moi, le truc, c'est qu'en plus, j'étais en internat. Le bus qui m'amenait le lundi matin à l'école, imagine que c'est un bus qui t'amène à l'échafaud. Tu vas passer une semaine avec des gens qui potentiellement vont te casser la gueule, vont t'humilier, vont pisser dans tes vêtements, puisque moi, c'est ce qui m'est arrivé en plus. Et moi, le truc, c'est que moi, la chance que j'ai eue, et je pense que c'est pour ça que je suis encore vivant, c'est que moi, je rendais les coups. Je pense que le truc, c'est que moi, la hargne que j'ai, c'est si tu me dis je vais pas y arriver, je vais y arriver. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais je vais te la mettre. J'aurai 500 mètres d'avance sur toi. J'ai toujours eu ce truc de vouloir m'en sortir, de vouloir avoir la tête en dehors de l'eau et de pas me noyer. Euh, mais c'est compliqué parce que en fait, tu sais jamais quand ça va arriver. Puis ce qui est fourbe là-dedans, c'est que des fois c'est calme. C'est comme un film d'horreur. Il se passe rien. Et dans un film d'horreur, quand la musique commence, c'est pas là où il faut s'inquiéter vraiment, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Quand t'es harcelé, il y a un peu de ça, c'est que des fois... Le vide devient aussi oppressant que le moment de Parce violence. que tu sais pas comment ça va se présenter. Et puis, moi, les coups, à la limite, je m'en foutais. C'est les mots, moi. Moi, j'ai toujours été très sensible aux mots. Et les mots, en fait, ça joue sur ta mémoire. Et en fait, ça reste. Donc tu te construis avec des trucs comme ça, tu vois. J'ai le truc de la sale gueule, c'est un truc qui revient souvent sur mes réseaux. C'est un truc vraiment où je suis assez... C'est drôle, j'ai regardé un reportage sur Vincent Lindon il y a 2 jours, où le gars expliquait qu'il sait même plus pourquoi il fait ce métier, parce que quand il se voit maintenant... Alors il y a une forme de narcissisme et de pathos là-dedans qui est présente, mais quand toute ta vie, en fait, on t'a cassé la gueule comme ça, c'est vrai qu'adulte, faut se construire. Et moi, après, j'ai oublié très vite. À 15 ans, j'ai commencé à faire du cinéma. Ce que je dis dans le livre, c'est que j'ai parlé une langue... Enfin, j'ai découvert des gens qui parlaient la même langue que moi. Et j'avais l'impression que pendant 15 ans, j'avais parlé une langue que les gens ne comprenaient pas. Et d'un coup, les gars avec qui je parle me comprennent. Je me retrouve avec des adultes qui me disent que je suis pas con, alors que ça fait 15 ans qu'on me dit que je suis une teub majuscule. Et tu te dis, bah, waouh. Et après, tu repars à l'école. Et là, tu te reprends une salve terrible parce que c'est pas ton monde, quoi. Et donc, tu fais un espèce d'électrocardiogramme. Et c'est terrible parce que bah, tu te construis là-dedans. Puis après, t'oublies parce que quand j'arrête l'école, moi, j'arrête très tôt, hein, parce que je m'installe à Paris, j'ai 16 ans. Avant d'attaquer là-dessus, Ouais. c'est quoi ton premier souvenir justement de harcèlement? T'arrives à le... Ouais. T'arrives à le... Je vais en 6e, je vais visiter le collège où mes frères et sœurs sont passés avant. Déjà, les profs, ils entendent le nom Jouiro, c'est Voldemort. Hein. C'est vraiment, tu vois, ils sont là, wow. Wow. Ok, on sait que ça va pas bien se passer. Et puis, je me retrouve dans la cour. Je suis en CM2, j'ai un problème de taille, hein, je suis tout petit. À l'époque, j'avais pas encore découvert la bouffe, donc je suis comme ça. Et je me retrouve, il y a 2 gars qui viennent m'emboucaner dans la cour. Et je me bats, et je les défonce. Parce que je sais pas, c'est mon frère qui m'avait dit, qui était jamais allé en prison, il m'a sorti un truc, je m'en souviens de toi, il m'a dit, ça c'est comme Anto, là, tu sais, faut pas se laisser faire. Phrase de bad boy, le gars, il a jamais fait une garde à vue. Mais il me dit ça, il me dit vraiment, tu vas voir, on me montre tout de suite. Mais en fait, je sens que ça va pas se passer comme ça. Je passe d'une petite école dans un village où on est une trentaine, à un collège dans une ville où, enfin, tu vois, il y a 4 6e, 4 5e, 4, et puis les 3e, je t'en parle même pas. Et je me dis, oh, ça a piqué. La rentrée arrive. Dès le premier jour, je me fais niquer par les profs qui savent que je suis Jouiro et que je viens d'une famille un peu de cassos. Et les élèves, forcément, qui s'y mettent parce que je suis petit, donc on se moque de ma taille. On m'appelle le nain et j'ai pas de vêtements de marque.
Moi, j'ai les chaussures, je me rappelle, premier jour de 6e, j'ai les chaussures Barbie. Parce que j'ai les chaussures de ma sœur, qui a 6 ans de plus que moi. Et le soir, je dis à ma mère, maman, les chaussures Barbie, je préfère y aller pieds nus. Parce que, alors ça, c'était un calvaire. Et donc, du coup, bah voilà, c'est mes premiers souvenirs. C'est sur les fringues, de marque, tout ça. Et puis sur le fait que, de par la maladie de mon frère, et j'ai une sœur qui commence à tomber dans l'anorexie et qui a des troubles mentaux aussi. Donc, du coup, ça commence aussi à en parler un peu. Tu sais, c'est des petits villages. Donc, les ragots. Donc les gens, effectivement, les Voilà. ragots. Donc, du coup, ça se catalyse sur toi. Ouais, forcément. Puisque je suis celui qui est là et qui... Et comme moi, je fais moins de bruit que les autres, on m'embête un peu plus, quoi. Le silence, en fait, c'est pas vraiment une... C'est souvent quand on n'a pas envie d'emmerder les autres qu'on les emmerde le plus. C'est vrai. Tu vois, c'est un peu bizarre, hein, comme... Mais du coup, voilà, et ça me tombe dessus. Et tous les jours, en 6e, dans ce premier collège, c'est même pas tant les élèves, mais les profs, surtout, qui sont très durs avec moi. Ouais. Parce que j'ai des problèmes, j'entends pas trop bien. Je bosse pas, mais parce qu'on m'a... Pareil, tu sais, tes enfants, tu leur apprends un peu à faire les devoirs. T'es obligé au début en fait, faut mettre des... Ouais. Ça marche pas Tu toujours. sais pas comment ça marche. Non. T'as pas les Moi, j'ai codes, moi, t'as si- pas c'est pas- moi, t'as j'arrive pas le à la maison, manuel. je pose mon sac. Ma mère, elle a d'autres choses à faire que de s'occuper de mes devoirs, en fait. Puis ma mère, elle sait à peine lire. Comment tu veux que derrière, elle vienne m'aider, tu vois? Mon père, il est pas là, il rentre à 19h, puis je pense qu'il a autre chose à foutre à ce moment-là que de s'arrêter sur de la géographie. Donc en fait, moi, ça me va, hein. Moi, je pose le sac, puis je vais dessiner. Et puis je garde tout pour moi. Puis quand j'en parle, de toute façon, mon père il me dit, il faut serrer les dents. C'est vraiment un truc à l'ancienne, quoi. Truc de bonhomme. Truc de bonhomme, ouais. Et puis mon père, il a ce truc-là avec moi. Moi, j'écris des poèmes, je lis des livres. Mon père, il me dit, t'es pas armé, hein. Et tu vois, puis moi, je pleurais beaucoup. Et pour mon père, ça, par exemple, bah, pleurer, non, on pleure pas, non. Tu vois, mais c'est pas de sa faute, encore une fois, hein. C'est un mec qui est né en 46, qui est d'après-guerre, qui a 9 frères et sœurs, qui a grandi certainement, qui en a pris plein la tronche aussi. Et voilà, donc en fait, moi, j'ai pas vraiment de... Bah, c'est compliqué, je sais pas vraiment à qui me confier, quoi. Donc, bah, je serre les dents. Puis je rends les coups. Très souvent, je les prends plus parce que, bah, y a pas un agresseur, en vrai. Tu vois, ça fonctionne pas comme ça. Ça serait assez simple si t'avais juste une personne qui te tombe dessus. C'est un effet de meute, en fait. Ouais, bien sûr. Mais parce que les autres ont peur aussi. Tu vois, Que ça retombe sur eux. Bah ouais. Et la logique, c'est de participer pour pas devenir... Voilà. C'est ce truc-là, un agresseur, en fait, c'est un espèce de chef de meute, mais tout autour de lui, si tu regardes bien, les gars, ils sont pas sereins, hein. C'est exactement ce qui pouvait se passer dans les camps de concentration, les SS, par exemple, tu prends plein de SS qui n'ont rien à voir, parce que eux ont pas eu le choix, et ils tuaient des gens parce que sinon ils allaient se faire buter, c'était eux ou les autres. C'était la thématique du film The Reader, tu te souviens ? Tout à fait. C'était ça. C'est la thématique d'une série que je regarde en ce moment qui s'appelle le tatoueur d'Auschwitz, Faut que je regarde. et qui est assez impressionnante là-dessus parce que ça représente bien ça, comme une femme battue qui part pas parce qu'elle a peur, tu vois. Et c'est souvent comme ça. Donc en fait, ils se montent les uns contre... Moi, j'ai perdu des potes qui étaient des potes à moi, mais qui sont devenus mes harceleurs parce qu'ils avaient plus peur du gars qui me harcelait que de moi. J'interromps un tout petit instant cet épisode. Si vous aimez ce que vous êtes en train de regarder ou d'écouter, il y a quelque chose que vous pouvez faire qui peut tout changer pour nous. C'est simplement de vous abonner. Juste en dessous de cette petite fenêtre, vous verrez, il y a une petite cloche. Subscribe, s'abonner. Si vous pouvez cliquer dessus, ça change tout pour la visibilité de Préface. On vous en remercie infiniment. Retour à l'épisode. Tu sais, il y a cette violence chez les enfants qui est assez perturbante. Ouais. Je le vois avec le temps. C'est vrai que la toute petite enfance, c'est la maternelle. Bon, il m'a dit ci, il m'a dit... Bon. Puis plus ça grandit, plus ça devient sourd, plus ça devient sournois. Et même... vraiment, je le ressens avec ma petite fille, la façon dont les relations ont évolué avec ses amis. Alors, évidemment, il y a plein de belles choses aussi. Et ils se construisent. Et puis, il faut aussi traverser le conflit avec l'autre, l'adversité et tout ça, pour se construire son identité et ce qu'on refuse, ce qu'on accepte.
mais il y a une violence chez les enfants qui est terrible. C'est terrible parce qu'ils ont alors déjà une espèce de bipolarité chez eux qui fait qu'ils peuvent s'engueuler, puis 3 secondes après redevenir les meilleurs amis du monde. Mais moi, là, je le vois, Lisette, ma fille, elle a 8 ans, tu vois. Des fois, c'est sombre, quoi, ce qu'elle raconte avec ses copines. Et puis, et le jugement, ça commence, là. Tu sais, ça se juge. Et je pense qu'ils n'ont pas encore le recul qu'on peut avoir, nous, adultes, d'essayer de l'excuse, quoi. De se dire, bon, voilà, le pauvre, il a ça ou ça. Et des fois, c'est terrible, quoi. Moi, mais même avec nous, hein, je trouve que ma fille, des fois, avec moi, elle est dure, quoi. Il y a un jugement que moi-même, je m'autoriserais pas avec elle, tu vois. Mais elle me juge. Et puis, il y a ce truc-là où, en fait... Paradoxalement, peut-être que c'est aussi un endroit où, justement, elle se donne le droit de le faire. Ouais. Tu sais, c'est totalement. pas forcément... tu sais, peut-être qu'elle teste aussi cet espace de confiance que vous avez créé ensemble, qui est très fort. Bah, nous, la chance que j'ai avec mes enfants, c'est que nous, on parle beaucoup. Donc... en fait, nous, ce qui est génial, c'est qu'on peut se parler, mais comme des potes. Mais par contre, quand il y a un vrai problème, tout de suite... ça sert. J'ai le côté Daronito qui remonte, et puis ça s'arrête là. On va arrêter le tutoiement, là. On va se parler, on va bien se parler. Mais c'est vrai que c'est ce qui m'a toujours permis de savoir s'il y avait un problème. Je parle de ça avec Gabin, parce que Lisette, elle a 8 ans, pour l'instant, j'ai pas encore été confronté à ça. Et d'ailleurs, moi, la peur que je peux avoir des fois avec Lisette, c'est pas tant qu'elle soit harcelée. Moi, ça serait qu'elle puisse harceler Lisette. C'est ça aussi qui je pense est intéressant, c'est de se dire qu'en fait, on est tous potentiellement un harceleur. Ah, totalement. On a tous... c'est terrible. Tous foutu de la gueule de quelqu'un. Exactement. Et on a tous ri à un moment, bien sûr, dit quelque chose ou fait quelque chose. Moi, c'est quelque chose qui me... Ton livre et ce que tu dis là me ramène à ça. Et je pense que ce qui est beau aussi, et on parlait avant, tu sais, de vulnérabilité des hommes, quand tu parlais de ton papa, mais c'est aussi se regarder vraiment droit dans les yeux, tous, pouvoir dire ce que tu dis sur ta fille, qui est ton trésor, de pouvoir dire ça. Mais c'est ça qui est beau, en fait. C'est leur donner la capacité, et ça on verra après pour les outils, de comprendre la situation, d'intervenir, de stopper pour ne justement pas rentrer dans cet engrenage où on peut passer du côté obscur. Mais oui, parce que ça va vite. Ça va très vite. Et puis en fait, tu sais... Parce que tu es accepté socialement quand tu fais ça. Bah, bien sûr. En fait, le fait de retourner la violence sur quelqu'un, quand c'est un effet de meute ou de groupe, bah t'es intégré. Et ton envie, c'est d'être aimé et d'être intégré à un groupe social. Tu vois que les gens te regardent, tes potes se marrent parce que tu te fous de la gueule de Pierre qui a pas les bonnes chaussures. Et ça va vite, regarde. Je prends Anne, la dame qui s'est fait arnaquer par Brad Pitt, le faux Brad Pitt. Là. Exactement, Regarde, c'est tout le monde totalement est tombé dessus. Moi, j'en ai fait une story parce que j'ai été le premier à dire, les gars, certainement qu'il y a plein de gens qui se moquent d'elle et qui ont été harcelés, quoi. Voilà, ok, bien sûr que, voilà, elle a filé 800 000 balles. C'est horrible. Moi-même, j'en ai fait des blagues à la maison et tout ça parce que on a tous ce truc-là. Mais c'est horrible. On la pousse au suicide. Et c'est terrible parce que, en vrai, mais tu vois, c'est la partie de l'humain, moi, que je déteste. C'est qu'on a quand même tu vois, j'aime pas la phrase quand on dit on est comme des animaux. Non, les animaux sont vachement mieux que nous. Il y a 2 races, je crois, d'animaux qui tuent pour le plaisir. Hein. Sinon, le reste, c'est pour se nourrir. Nous, on est capable de tuer juste pour un regard, des choses comme ça. Et tu vois, ce truc-là de péter un câble très vite et de faire n'importe quoi, ça va très très vite. Le harcèlement, c'est un truc du jour au lendemain. Moi, j'ai reçu un message quand le livre est sorti d'un gars sur mes réseaux qui m'a dit « C'est bien de parler de harcèlement quand soi-même on a harcelé des gens. » Et c'est un gars avec qui j'étais entre le CE2 et le CM2. Je pense qu'on s'est mis sur la couenne tous les jours, on s'est frappé. Je pense que je l'ai autant harcelé qu'il m'a harcelé. Mais c'était pas vraiment du harcèlement, je pense qu'on s'aimait pas. On n'aimait pas nos gueules. Et puis on était petits. Je lui ai mis un message en privé où je lui ai dit, écoute, si tu t'es senti harcelé par moi, j'en suis super désolé. Et c'est bien qu'on en parle, parce que maintenant, voilà, on est père de famille, on a vieilli. Et je fais, mais n'oublie pas que toi aussi, tu m'en as mis dans la tronche, j'ai une cicatrice qui le prouve. Et voilà. Et le gars, c'est drôle, il a pris le temps de lire mon livre, et il m'a mis effectivement, je parlais pas de ce harcèlement-là. Et c'est important qu'on en parle, parce que tu vois, moi, mon fils, il a toujours été super, mais une fois, il y a une de ses copines qui était son amoureuse et tout, pendant des années, Sacha. Et au collège, à un moment, elle
a été pris à partie par des petites gamines qui lui ont fait la misère. Gabin l'a pas défendu. Et un jour, la maman de Sacha, je la croise dans le bus, elle s'effondre dans mes bras. Et elle me dit, ce qui est terrible, c'est que ton fils n'a pas défendu Sacha alors qu'ils étaient mais vraiment liés. Et le soir, j'en parle à Gabin, il me fait, bah ouais, mais je l'ai pas harcelé. Il fait, tu ne l'as pas défendu, Gabin. Et c'est horrible, mais en fait, ça rentre quand même dans une forme, t'as laissé faire. Alors, est-ce que c'est, oui, c'est moins violent que de l'avoir harcelé, mais c'est ta pote. Et tu risquais pas grand-chose à ce moment-là de réagir. Et c'est ça le point, je pense, clé, effectivement. Tu vois ? De faire sauter la peur de la réaction. On va en parler parce qu'ils ont mis en place des trucs super qui s'appellent les sentinelles dans les écoles. Sûr. On va en reparler. Donc, donc ça, c'était... On parle du collège. Ouais, 6e, 5e. Après, je rentre en maison familiale. Donc la maison familiale, c'est 2 semaines de travail, 2 semaines d'école. Alors très souvent, dans ces écoles-là, il y a des gars qui peuvent pas aller en prison parce qu'ils ont pas l'âge, mais qu'on fait des trucs moches. Il y a des gens comme moi qu'on s'est... on a voulu les mettre dans... Moi, on voulait me mettre en SECPA. Je sais pas si tu vois ce que c'est, la SECPA. C'est, t'es en 6e, mais tu apprends à lire. D'accord. C'est des classes pour les enfants spécialisés. Mon frère a fait une SECPA, par exemple, tu vois, parce que bon, lui, mon frère, quand c'est petit, il a fait une méningite. Et donc, du coup, il était pas non plus toujours très câblé. Voilà. Mais moi, on a voulu me mettre en SECPA et c'est mon beau-frère qui est intervenu. Vous rigolez ou quoi? Enfin, et mon père m'a dit, oui, mais tu vas construire un karting. Il a beaucoup d'importance, ton beau-frère, dans le livre. Il revient régulièrement. Oui. Tu dis, il est tatoueur, c'est ça? Pas du tout, non, il est bijoutier. Bijoutier. Ancien braqueur, bijoutier. Tu vois, comme quoi, la reconversion se trouve partout. Exactement. Et c'est marrant, tu dis, voilà, il a cette figure, il gueule, il machin, tout ça, mais il a cette figure protectrice. Moi, il m'a mis beaucoup sur la tronche, il m'a même battu. Ouais. Mais par contre, il m'a donné la culture. Il m'a sorti, il m'a emmené voir des dessinateurs, il m'a présenté des dessinateurs parce qu'il me disait, c'est là où tu vas aller. T'es un artiste, toi, t'es pas du tout un mec qui va aller faire du pain. Ce qui est vrai, en plus. Même si j'adore le pain. Et en fait, il m'a emmené voir des spectacles, c'est lui qui m'a poussé à faire du théâtre amateur. Mais à côté de ça, il était capable de me balancer dans les escaliers, de me mettre des droites. Mais lui, enfin voilà, c'est un mec... C'est vraiment un monde de violence et partout, quoi. Totalement, mais c'est ça qui est flippant. Et moi, je m'en rends compte que des fois, quand je m'énerve contre mon fils, tu vois, je peux être tendu. Je mets pas de coups, mais je peux être tendu. Et je me rends bien compte que j'ai été élevé dans la violence. Alors c'est compliqué, tu vois. C'est juste qu'il faut apprendre à décabler le... Ouais, voilà. Et puis à se dire, bon. Mais voilà, donc je rentre dans ces... Et là, c'est violence. Je rentre dans un truc où on me pique mon cahier, j'écrivais des poèmes, on me le pique. Donc ça se partage. Ouais, Damien, c'est un PD, il écrit des poèmes. Tu vois, un matin, je me réveille, je fais, putain, ça sent l'urine. Je me rends compte qu'on a pissé dans mon sac de fringues. Je me fais frapper dans les couloirs, je me fais arracher, j'avais une boucle d'oreille, on me l'arrache. Quand je prends ma douche, je demande à y aller après. Parce que déjà, pareil, j'ai un retard de croissance, donc je suis imberbe. Je pense que là, ça va être la misère pour moi, tu vois. Je me vois pas dire, non, mais je m'épile parce que je fais du vélo. Je suis cycliste et il faut pas que j'ai de poils. Donc je préfère prendre ma douche après, tu vois, et me dire, bon, au moins, j'arrive à avoir ce truc-là. Je fais des piqûres d'hormones. Donc en fait, je le planque. Et tous les soirs, à minuit, je me lève pour aller dans les cuisines du réfectoire pour aller me faire des piqûres d'hormones. Pour grandir, en fait. C'était un traitement médical qu'on t'avait donné à l'époque? Ouais, parce que j'étais petit et que moi, pour le coup, ça me posait problème, mais... Et puis que je savais que c'est ce qui avait aussi pas mal joué chez mon frère sur la dépression, sur l'alcoolisme, sur ces trucs-là. Donc moi, je voulais pas du tout... Puis en parallèle, je fais du théâtre amateur, c'est le seul endroit où je me libère. Ouais, c'est ce que tu dis. Là, tu dis, le théâtre, c'est ma délivrance. Je crois que c'est comme totalement. ça que tu dis la rencontre avec le théâtre. Madame Rocha, qui était ma prof de théâtre, qui est décédée... et que j'aime et que j'aimerais toute ma vie. Voilà, la délivrance, exactement, c'est ce que tu dis. Parce qu'on te donne le droit de parler et d'être quelqu'un d'autre. Moi, ce que j'aimais là-dedans, moi, je mentais beaucoup quand j'étais jeune. Parce qu'en fait, j'aimais pas ma vie et je trouvais que mentir, en fait, je pouvais avoir la vie que je voulais. Et le théâtre, en fait, j'avais le droit de mentir et d'être quelqu'un d'autre, tu vois. Je me dis, en 25 ans de carrière, t'imagines le nombre de personnages que j'ai été...
bon ou mauvais. Et j'ai toujours adoré ça, quoi, parce que je n'ai jamais vraiment aimé la mienne de peau. Alors, au moins, quand tu es dans la peau de quelqu'un d'autre, t'as pas le temps vraiment de la connaître, mais tu l'aimes déjà bien, quoi. Tu portes les vêtements d'un autre. Et à maison familiale, par exemple, moi, j'ai essayé d'être quelqu'un. Je suis rentré dans cette maison familiale au début où je voulais faire le dur. Tu sais, je voulais être là, ouais. En fait, très très vite, moi, je suis pas quelqu'un de dur, donc très très vite. Mais je suis en empathie tout de suite. Alors, je me mettais à chialer pour le moindre truc. Et donc, du coup, ça m'est tombé dessus, quoi. Puis moi, à l'époque, je pensais que l'hypersensibilité, c'était vraiment un problème, quoi. Alors qu'en fait, je me rends compte que c'est un super pouvoir. Ouais. Mais C'est un super pouvoir, c'est bah vrai. moi, je le vois comme ça maintenant, mais Maintenant. parce que à 40 piges, bien sûr que ça me détruit encore la tronche, tu vois. Mais ça m'apprend aussi à connaître les gens et à savoir où je vais, quoi. J'ai un flair pour savoir. Les antennes. Ouais, tu vois. Et puis pour mon métier, c'est sympa parce que pour travailler les personnages, j'ai quand même je me réfère vraiment plus au didascalique au texte, moi, tu vois. Mais voilà, et donc la maison familiale, elle me met plus bactère. Il y a un chapitre où tu parles du coup de la valise. Ouais. Raconte-nous ce qui s'est passé avec ça. Bah, je te dis, je me réveille un matin et en fait, je sens que ça sent l'urine, je dois m'habiller pour aller au réfectoire. Et en fait, je sens qu'on a pissé dans mon sac pendant la nuit. Je me doute de qui c'est, puisqu'il y a un mec. On va l'appeler Jérémy, mais il s'appelle vraiment Jérémy. Euh, et, euh, et je sais que c'est lui, quoi. Petit gars nerveux. Et je sais que lui, par exemple, il sera pas prenable. Je sais que si je me bats avec, je vais mourir. Mais il me fait une misère, alors que les premiers jours à ma famille, il était pote avec moi, quoi. Puis quand il a vu qu'on se foutait de ma gueule, il est rentré dans ce mood-là. Et lui, il me fait une misère tout le temps. C'est-à-dire que dès que je croise, il me met une droite. Il m'insulte, il se fout de la gueule de ma famille. Il raconte à partout que mon frère, on habite dans le même village en plus, que mon frère, on le retrouve des fois dehors à poil, bourré, enfin bref. Et je me dis, alors toi, mon coco, par contre, je sais que t'es pas prenable comme ça, mais puisque tu m'as fait un coup de paix en fourbe, moi aussi je vais être fourbe, quoi. Donc en fait, une nuit, je me lève et je le fracasse. Mais je le détruis, à coups de poing. Il a pas le temps de se réveiller vraiment, quoi. Et je repars me coucher, quoi. Il y a un des mecs dans ma chambre qui est réveillé et le truc c'est que lui, toute ma vie, je le remercie parce que il a fermé sa gueule. Il a vraiment, il a compris le truc. Il a pas balancé sur qui il a l'avait rien fait. balancé. Ouais. Donc en fait, l'autre, il savait pas que c'était toi. Non, j'imagine qu'il a eu un doute, Ouais. mais moi j'ai joué le truc. Mais je l'ai amoché, hein. Je l'ai vraiment amoché, mais il y a eu un truc. C'était horrible parce que tu sais quoi? J'aurais pu ne pas m'arrêter. Il y avait un truc dans les coups qui ça m'est arrivé 2 fois, ça m'est arrivé ça et puis quelques années plus tard quand je me suis fait agresser dans Ouais, Paris. on va en parler après. Ouais. Et mais là le gars, j'avais envie de le tuer. Je veux dire j'aurais pu lui ôter la vie. Mais parce que ça faisait des années, en fait, il allait payer pour tout le monde ce gars. Tu sais ce qui est fou? C'est que tu emploies exactement les mêmes mots que Hatton dont je te parlais avant sur le Ah harcèlement. ouais, bah ça Il s'est m'étonne passé pas. exactement la même chose. Et il s'est pas arrêté. Ouais. Et ça a été très grave. Donc le lendemain, tu te réveilles et tu sens qu'il y a cette valise. Ouais. Tu sens qu'ils ont. Sans l'urine, c'est passé. Et j'ose pas en parler. Je prends mon sac, je le fous sous la douche. Je mets du produit. Et je lave tout. Et j'ai une des pionnes, une des surveillantes qui me tombe dessus. Et je finis chez le directeur parce qu'il a pété un câble, il a mis ses fringues sous la douche. C'est terrible, mais j'ose pas. Je me sens humilié. J'en parle même pas. J'ose même pas en parler à ma mère. Moi, ma peur, c'était de devoir rentrer avec ce fringue. Je voulais pas que ma mère. Et encore, hein, pourtant, je peux te dire que jusqu'à 30 piges, j'aimais bien ramener le linge chez ma mère. C'était sa façon, elle, de me dire je t'aime. Elle aimait bien laver mes fringues. Mais je ne me voyais pas ramener des fringues souillées par quelqu'un. C'était insulter ma mère. En fait, quand il m'a fait ça, il m'a pas insulté moi, il insultait ma mère. J'ai toujours eu ce rapport-là, même quand on m'a volé mon goûter, quand on m'a... Ma mère, des fois, m'offrait un goûter plus cher que d'habitude. Et souvent, on me le braquait.
Et j'étais pas triste de pas l'avoir à manger. J'étais triste parce que ma mère, je me disais, Elle avait elle va être bossé triste, pour elle a te bossé. faire ce Enfin, tu vois, c'est plaisir, vraiment. ouais. Et ce gars, ouais. Donc, du coup, la valise, ça a été le point de non-retour. Je me suis dit, mais je vais te tuer en vrai. Je vais te tuer, tant pis. De toute façon, je suis déjà quasi en réinsertion dans cette putain d'école que j'ai pas demandé. Et voilà. Mais après, je m'en voulais. J'avais qu'à bosser aussi à l'école, tu vois. Enfin, il y avait plein de trucs qui rentraient en compte. J'ai pas bossé à l'école parce que déjà, j'entendais pas. Je me retrouvais en dyspraxie, les profs me mettaient au fond de classe parce que, ben voilà, je me retrouvais avec des gars qui, tu vois, il y en a un dans ma classe, il avait poignardé sa prof. Et toi, t'as fait quoi? Bah moi, j'ai des mauvaises notes. Ouais. Tu vois, et après, mon apprentissage en boulangerie, je t'en parle même pas. Mon mode de stage, c'était n'importe quoi, mais parce que j'étais dans une situation de victime. Et quand t'es une victime, ça se sent. Le monde se construit. Ben ouais, Tu te là crées où pas tu comme vas, victime. tu dis je vais être une victime. Hmm. Tu peux pas arriver et te positionner comme ça. Non, salut les gars, je suis Bernard Tapie. Non, tu peux pas. T'es une victime et t'as peur de ça. Tu sais qu'on va te tomber dessus à un moment. Ou que même si tu fais le bonhomme, à un moment, il y a un truc qui va te trahir. Et qu'on va te tomber dessus. Il y a, il y a deux choses que je veux aborder avec toi. C'est le cadre enseignant. Ouais. Parce qu'en fait, tu parles, je me retrouve dans le bureau du dirlo, je peux pas lui dire, je sais pas ça, mais tu décris aussi dans le livre toute cette incompétence à laquelle tu es confronté, mais surtout qui devient presque même un embrasement de la situation parce que les profs t'humilient et nourrissent même encore plus Bah, bien sûr. ce Nourrissent cycle la de bête, hein. violence. Ben, en fait, alors moi, il faut savoir que j'en veux vraiment pas aux profs. Moi, j'en veux à l'éducation nationale. Les profs sont un peu plus armés maintenant qu'à notre époque. Le truc qui se passe, c'est que j'ai certains profs qui effectivement étaient bêtes. Tu vois, j'avais un prof, il s'amusait à lever le tableau parce que je l'atteignais pas. Et ça le faisait marrer, puis ça faisait marrer les autres élèves. J'ai un prof un jour qui m'a dit, tu te dis pas que si il y a autant de gars qui t'emmerdent, le problème c'est pas eux, c'est toi. Et tu te remets en question, tu dis bah ouais, peut-être que le problème c'est moi, forcément, tu sais. C'est à force de croire que c'est les autres, mais ils sont 10 à te frapper, c'est qu'en fait c'est toi qui as fait quelque chose de pas bien, sinon... Tu vois, c'est très bizarre. Maintenant, là où j'en veux pas en prof, c'est qu'on les a pas formés non plus à l'époque pour avoir des dyspraxiques dans leur classe. On les a pas formés pour avoir des élèves qui ont des fois des problèmes familiaux. C'est pas des psys, les profs. Et moi, en plus, je te dis ça, je suis rentré... Ma femme, toute ma belle famille est prof, quoi. Moi, quand je l'ai épousée, je fais qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce quoi? Pourquoi? J'étais passé le week-end dans des collèges. Mon beau-père, qui est mon idole absolue, il était proviseur. J'ai fait mais quoi? Et, mais je te jure. Les collèges. Non, mais je te jure, c'était fou. Et, C'est génial. et j'ai appris à les connaître grâce à eux, parce que j'ai vu la bande de potes. Ça de fait mon partie du beau-père, chemin, j'en finalement, sais c'est une forme 68 de ans. pardon aussi, quelque Mais part, de totalement. vivre de l'intérieur. Et puis j'ai eu des profs que j'ai recroisés depuis, notamment une prof d'anglais, qui m'a dit je suis désolé, je pense qu'on ne savait pas. Je sais pas ce qu'elle a voulu entendre par là à l'époque, mais Est-ce qu'on ne savait quoi? pas On comment savait pas que t'étais réagir, agressé, on que savait t'étais pas agressé. que tu pouvais être parfois Agressé, pas. il le savait. Mais tu oui, vois, tu vois, arrêter- mais je pense que moi, on m'a toujours trouvé étrange. Donc du coup, moi, je me suis mis que j'étais étrange. C'est quoi être étrange? Mais c'est la violence de la société qui est derrière ça, en fait, tu sais. Mm. La valeur qu'on donne aux classes sociales, aux gens, Mais totalement. qu'on prend moins. Tu vois, il y a ce côté, comme ça, on écarte, Mais ouais. comme des cas perdus, Ouais. ils vivent déjà dans la merde, donc pourquoi C'est est-ce que ça. ça changerait? Tu vois, mais c'est ça. truc, tu sais. Et tu vois, c'est des trucs... Moi, je sais que souvent, les gens se moquent de ma maman. Ma mère, elle a un truc super que j'aime plus que tout le monde. Elle fait elle invente des phrases, tu vois. Elle m'a dit, par exemple, ne va pas en manifestation parce que les CRS, ils tirent aux LGBT. Mon Dieu. C'est génial. Mais Et en même temps, et elle donc, essaye de te elle dire quelque essaye, chose. voilà. Elle Voilà, elle des se fois, rend elle va pas me dire, compte. je vais pas aller plus loin, hein, pour des raisons qui m'encombrent. J'ai dit, maman, ça... Waouh. Mais elle a son langage. Ouais, mais, Des fois, les gens se finalement, moquent. c'est. Moi, j'adore ça. Mais ouais. Et Je vais te dire, ma belle-mère fait exactement la mais même chose. j'aime tellement. Elle me dit, on va pas mettre des plantes sur la commode. Ouais. Des plantes sur la comète? Oui, oh.
Et j'adore ça. Ouais, c'est beau. Et tu vois, dès que t'as ce truc-là un peu à part, Ouais. t'es bizarre, ou Ouais. t'es pas comme les autres. Ouais. Et moi, ce que j'aime pas, Il c'est y a pas que... l'intention, les gens ne voient pas l'intention qui est derrière, mais ils jugent le mot. Puis voilà, les profs veulent faire rentrer des ronds dans les carrés. Mm. Ou des carrés dans des ronds, ou tout ce que tu veux, tu vois. Et moi, ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que, en fait, en France, on est tellement en retard sur l'éducation nationale. C'est un truc de fou furieux. C'est, moi, des fois, je me retrouve encore au lycée, là, avec mon fils, et j'écoute ce qu'on me dit, et je me dis, mais non, bah, écoutez, ça m'emmerde. Et du coup, je me retrouve avec un dossier de la DAS parce que mon fils, il a séché les cours. Mon fils m'appelle, mais papa, je vais sécher. Oui, bon, bah, au moins tu me le dis. Oui, parce que je vais aller à une répète de la comédie française, de théâtre. Ah, vas-y, fais-toi ta propre culture. En fait, il y a le vilain petit canard, ça suffit. Tu sais, il y a une Ça phrase devient des jolis signes. d'Einstein que je trouve super qui dit « On est tous des génies, mais demande à un poisson de grimper à un arbre. » Tu sais quoi? J'étais en train de parler avec le chauffeur de taxi qui m'a emmené jusqu'ici. Et je lui ai dit exactement cette phrase parce qu'il me demandait ce que j'allais faire et tout. Je lui ai dit, bah, je vais enregistrer et tout ça. Et je lui parle de cette phrase. Parce que c'est pareil, c'est une phrase que j'aime. Et aussi, il y a une histoire que mon beau-frère m'avait racontée que j'adorais. Je crois que c'est avec Newton. Où sa mère reçoit une lettre de l'école lui disant que ils peuvent pas le garder. Et elle se met à pleurer et Newton lui dit mais qu'est-ce qui se passe maman? Je suis pas sûr que ce soit Newton, mais en tout cas l'histoire. Hein. Et elle lui dit écoute, l'école me dit que t'es tellement intelligent qu'ils peuvent rien faire pour toi. Donc il vaut mieux que je te garde ici puis qu'on fasse l'école à la maison. Les années passent, il devient ce qu'il devient. Et sa mère meurt et un jour il trouve cette lettre et sur cette lettre il y a marqué votre fils est vraiment trop bête. On ne pourra rien faire pour lui, il vaut mieux le garder à la maison. Et en fait, sa mère l'a tellement élevé, surélevé, que en fait... Il a fait naître en lui un génie. L'estime de ça, lui, en fait. Parce que en fait, c'est l'estime qui fera de toi une... Comment tu veux que les gens t'aiment si toi tu t'aimes pas déjà? C'est compliqué, tu vois. C'est vrai. Moi, mon beau-frère, comme on parle dans le livre, c'est que ce mec-là, il a vu que moi, j'adorais la culture, que j'adorais dessiner, mais j'adorais aller au théâtre, j'adorais écouter de la musique classique, enfin des trucs qu'il n'y avait pas dans ma famille, ou qu'on n'a pas chez des mecs de 14 ans, tu vois. Ça faisait pas de moi quelqu'un de plus brillant, ça faisait de moi quelqu'un d'à part, des gens de mon village qui voulaient juste une mobilette et puis aller fumer des clopes sous l'arrêt de bus. 103 SP, ouais. Bon, par contre, guidon moi, j'aurais bien torsadé. voulu 703 quand même, mais voilà. Tous. Ouais. Tu vois, avec le Polinja. Grave. Et Poligny. Puis la petite barre. Kit Poligny fixation, 75. Mais ouais. Mais tu vois, et donc du coup, voilà, c'est ça. T'étais à part. J'étais à part. Je me suis toujours senti à part. Et c'est ça qu'on fait dans Préface, en fait. C'est... on croit tous... c'est ce qu'on dit dans le générique. On a une décision de changer sa vie. Tu vois, c'est ça qui est beau. C'est ce qu'on cherche dans les témoignages qu'on a ici, en fait. Et c'est ça qu'on veut aussi donner. Donc malgré cette enfance compliquée, des difficultés à l'école, machin, mais t'as toujours senti en toi cette fibre artistique et tout. Et t'as une rencontre qui change ta vie. J'ai découvert cette histoire. Et ouais, puis il y a des vidéos en plus qui existent. C'est incroyable. Et alors attends, c'est Hervé Ruet qui t'a filmé. Mais oui. Immense assistant réel de cinéma et producteur. Totalement. Et bon, ouais, alors ça c'est un peu anecdotique, mais, raconte-moi ça, c'est incroyable. Alors, en fait, moi, je vis chez ma grande sœur. Mon autre sœur, mon frère, lui, est marié et tout ça. J'ai une sœur qui vit chez mes parents et qui est anorexique boulimique et qui, en fait, c'est un enfer de vivre avec elle. Moi, j'y arrive pas. Donc, et en fait, je vis chez ma grande sœur qui est ma deuxième maman, que j'aime aussi fort que ma maman. Et qui s'appelle Christelle, qui elle vient d'avoir une petite fille qu'elle a perdue. Quand je te dis que tu vois, c'est le drame qui s'acharne. Voilà, ma femme dit souvent putain, si Victor Hugo il avait vécu à cette époque, c'est pas les Misérables qui ça se serait appelé. Les Jouireaux. Alors qu'en fait on est plein de familles comme ça, tu vois, mais bon bref. Et je vis chez ma grande sœur avec mon beau-frère. C'est beau, hein, putain. Je me retrouve tous les matins en fait, je dois faire 6 km à pied pour aller à la boulangerie. Ouais. On est au mois d'avril, il y a de la neige. Et en fait, la veille,
Faut savoir qu'elle habite dans une forêt, mais quand je te dis qu'elle habite dans une forêt, il y a vraiment une forêt. Il y a la maison de ma sœur, il y a un hôtel qui s'appelle la Maraude, qui est un super beau hôtel, magnifique dans la Franche-Comté, dans les arbres et tout ça. Et Gérard, il vient là parce que il a pas envie vraiment d'être dans un village où on va vraiment l'embêter toutes les 2 secondes, tu vois. Ouais. T'as pas Gérard Jugnot en Franche-Comté tous les week-ends. Et tous les jours, la directrice de cet hôtel vient boire le café chez ma sœur. Puis elle dit, là, on a Gérard Jugnot depuis 2-3 jours. Et il vient parce qu'il va faire des repérages pour son film, un film, là, pas bien compris et tout. Et mon beau-frère, il me fait, ok, ce soir, quand il va arriver, là, tu vas aller le voir, tu vas lui demander un rôle. Oui, bien sûr, con lui ou quoi. T'es fou, enfin, quoi. Et il me dit, alors, tu veux faire du théâtre? Je fais, non, mais je fais du théâtre amateur, Ricard, je vais pas aller le voir. Il me fait, tu vas le faire. Là, le soir, on voit le Range Rover arriver. Je vois Hervé et Gérard qui sortent de la bagnole. Et mon beauf me pousse. Et j'y vais. Et je fais, Monsieur Junio, je peux avoir un autographe? Et il me signe un autographe. Merci. Je rentre, mon beau-frère. Alors, non, il n'y a pas de rôle pour moi. Et là, je me prends une tanasse, me prends une fracasse. Il me fait, je te préviens, tu vas aller lui demander. Mais le gars, il est plus là, je vais pas aller taper à la porte de l'hôtel. Et le soir, la directrice de l'hôtel vient prendre un petit Dijon à la maison. Et elle dit, il repart demain, puis il va revenir que pour le... Et là, mon beau-frère, je me rappelle tout, là, il me fait ça. Et j'attends toute la nuit. C'est complètement jusqu'à ouf. 5h du matin. Comme ça, devant la fenêtre. Et là, je vois les lumières de Range Rover. Et je sors et je me fous sur la route comme ça. La voiture s'arrête. Gérard sort avec sa voix avril. Il me fait, mais tu es fou! Mais t'es fou! Il y a Hervé qui sort, tu vois. Et il fait, Monsieur Junio, vous auriez pas un rôle pour moi? Comment ça? Je sais que vous venez faire des repérages. Puis j'avais un accent très prononcé. Je sais que vous venez faire des repérages. Alors j'aimerais bien savoir s'il y a moyen. Mais t'as quel âge? J'ai 15 ans. T'as 15 ans, mais moi je cherche un mec de 12 ans. Mais regardez-moi, je suis tout petit. Je suis très petit, je peux le faire. Mais t'as les cheveux décolorés blonds. Je fais, oui, ça je peux les couper. Je fais, mais t'as les yeux marrons. Moi, c'est mon fils qui va jouer dans le film, qui est censé jouer le frère de ce gamin, et il a les yeux bleus. Je vais mettre des lentilles. Je fais, mais t'as un appareil dentaire. Je vais l'enlever, hein. Je fais, mais ton accent, je vais chercher un paysan. Il me fait, oh, tu vas pas me lâcher, en fait. Je fais, ah non. Et il me fait, mais t'as déjà fait du théâtre? Et là, je lui dis, je fais, oui, bien sûr, j'ai été premier prix de conservatoire à Besançon, dans une école de théâtre. Il me fait, ouais, c'est ça, ouais, tocardo, ça. Il me fait, tu sais quoi, viens avec moi, on va aller dans le hall de l'hôtel. À 5h du mat? À 5h du mat. Oh putain, il me fait, c'est incroyable. Je vais te donner... Ça dit la beauté des deux mecs. Hein. Je vais te donner le scénario, ouais. Je vais te donner vraiment, le scénario. J'ai Hervé Ruet qui me regarde ça comme... Et puis je dis, ouais, mais par contre, faut pas que ça dure trop longtemps, ce mois après, je dois aller à la boulangerie. Hein. Toi, tu lui dis ça? Ah bah oui. Parce que moi, j'ai 6 km à faire à pied. Il y a de la neige et tout, tu vois, j'ai pas le temps, moi. Ah bon, d'accord, okay, pardon, monsieur. Vas-y. On arrive dans le hall, il me sort le scénar. Puis on le joue, puis il me reprend, il me fait, voilà, ça baisse un peu. Et puis, ça se termine, puis... il me dit, écoute, je sais pas si tu as... Il le dit dans la préface, il assène cette phrase, il dit, je dois voir d'autres personnes, donc on te rappellera. Ouais. Mais il me dit j'assène ouais. cette phrase. Ouais. Exact, il dit ces mots-là. Ouais. Je lui assène cette phrase. C'est comme s'il y avait une espèce de culpabilité en lui d'avoir dit ça à ce moment. Parce que lui-même, à mon avis, à ce moment-là, il le sait. Tu vois. Et le truc, il me dit une phrase qui, de toute façon, aurait changé ma vie. Il me dit que... Mais j'ai fait une belle rencontre. Il me dit, voilà. Mais en tout cas, j'ai fait une très belle rencontre. Première fois en 15 ans qu'on dit que moi, je suis une belle rencontre. T'es une belle rencontre. Merci. Vraiment. Non, mais tu vois, c'est terrible parce qu'à ce moment-là, t'as 15 ans et demi, tu t'es fait emmerder toute ta vie. Ouais. Il y a ce petit chauve là. J'en brasserai le crâne à celui-ci. Je ne pas qu'il entende ça, il va me tuer. Et bon, j'aurais bien aimé quand même qu'il me ramène à la boulangerie parce que je les ai quand même fait. Les 6 kilomètres. Puis il va à la boulangerie quand t'arrives en retard et qu'on dit pourquoi t'es en retard? Ah, j'ai passé un casting avec Gérard Jugnot. Oui, bien sûr. Ok, donc jusqu'au bout, toi. Tu vois? Et là, je me dis, putain, je rentre, mon beau-frère, il me fait, qu'est-ce que t'as fait? Je crois que j'ai passé un casting avec Gérard Jugnot. Il me fait, non, je crois que si. C'est très lunaire. C'est bizarre. C'est très bizarre.
Et là, 15 jours, pendant 15 jours, Ah là là. Ah là là. pas d'appel. Rien. Je repars à la T'avais maison laissé ton familiale. numéro de téléphone à l'époque, il n'y avait pas de portable, rien. J'avais laissé le numéro de téléphone de mes parents. Wow. Mais je l'avais pas dit à mon père. Parce que mon père voulait déjà pas que je fasse les beaux-arts. Alors j'avais dit je vais dans un film. Ouais. Tu vois. Et je fais ma semaine de stage. Pas de nouvelles. Tous les soirs, je suis dans mon lit comme ça. En me disant merde. Dommage. Semaine d'après, je suis à la maison familiale toute la semaine. Donc tu sais pas, Je sais pas. J'appelle de temps en temps mes parents à la cabine téléphonique là. avec la carte, Ouais, la carte. 200 crédits. 50 Et crédits. vraiment, c'était 1 minute, quoi. C'était Ouais. le parloir. Ouais. Oui, maman, oui, je sais, tu m'aimes. Oui, promis, oui. Ah, ok. Et je rentre le vendredi soir et j'ai mon meilleur pote, mon voisin, qui me dit, tiens, je dois aller dans le village à côté chercher une paire de lunettes. Tu veux pas venir avec moi? Parce qu'il faisait la conduite accompagnée. Je monte avec lui. Je reviens. Et il y a ma mère et mon père. Comme ça, toute ma vie, je me souviendrai parce que mon père buvait le café. À la campagne, ils boivent pas le café dans des jolies tasses préfaces. C'est dans le verre à eau. C'est dans le verre à eau. Ouais, C'est comme je vois ça. très bien. Ouais. Il est comme ça. Je fais oui. Il y a un mytho. Ça fait 6 fois qu'il appelle. Il se fait passer pour Gérard Jugnot. Oh putain. Je fais non, mais alors, téléphone sonne. Mon père, il prend le téléphone putain, toute ma vie, parce qu'il a le même genre de regard que moi, mon père, tu sais. Et il prend le téléphone, il me dit, ouais. Ouais, il est là, ouais. Ouais, je vous le passe. Il prend le téléphone. Gérard m'annonce que j'ai le rôle. Et pareil, Ah dans là la là. préface, il le dit. Il dit toute ma vie, je me souviendrai de cette joie dans sa voix. Parce qu'il a fait filmer cette séquence Ouais. par Hervé, Et c'est je ça? les ai dans mon téléphone, moi. Ah, tu nous les fileras? Ah, je te les- on je va te les montrerai ça. mettre là. Et ouais, il est filmé. Il fait allô Damien, c'est Gérard Jugnot, tu te souviens de moi? moi? Ah oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu veux toujours faire du cinéma alors? Oui. Bon bah alors on va te prendre alors. Non, c'est vrai. Ouais. Non, j'ai le rôle. Ouais. Enfin si ça te plaît, il faut que tu lises. Oh non, c'est pas vrai. Ah, j'en reviens pas. T'as pas touché tes cheveux encore? Comment? T'as pas touché tes Ah cheveux? non, rien. Non, j'ai rien touché. J'ai fait comme vous m'avez dit. D'accord. Et là, putain, je ressens encore, 25 ans après, la joie qui émane de moi comme ça, où je vois mon père qui sourit. Parce qu'en fait, mon père, quand je raccroche, il me dit bien évidemment que je le savais. Va. En fait, quand il a eu Junio au téléphone, parce que mon père, il trouve ça bizarre. Oui, bonjour, c'est Gérard Junio. Quoi? Le mec des bronzés? Ouais, bon, votre fils est là, mais pourquoi vous parlez à mon fils? Et Gérard lui avait raconté à mon père, du coup. Et mon père était sur le cul que j'ai osé La faire ça. manigance de l'amour. Ouais. Mais puis c'est ce que j'appelle moi le syndrome du plongeoir des 10 mètres. À 15 ans, tu sautes des 10 mètres, à 30 ans, tu te poses des questions. À mon âge, il serait pas allé. De toute façon, certainement qu'il aurait vu un gros chauve tatoué s'arrêter à 5h du mat sur la route, il m'aurait renversé. Donc voilà, je me dis, putain, ma vie, elle d'un coup. Et du jour au lendemain, en fait, il y a ce truc-là. Je cours chez ma prof de théâtre, Madame Rochat. Je te raconte ça. Et là, elle pleure, comme c'est pas permis, elle me C'est prend vrai. dans ses bras. Ah bah, Oh là là. moi, ça a été, je te dis, une des plus belles rencontres de ma vie, c'est ma prof de théâtre. Parce que à la base, c'était mal parti entre nous et que quand elle a vu que j'adorais l'impro, que je lisais des pièces, que dès qu'elle me donnait des pièces, je les bouffais. Elle me filait un Molière à lire, le lendemain, je le ramenais, je faisais pas autre chose. Donc c'était totalement, voilà, tu vois. Donc voilà, donc c'est pour ça que quand je dis, ce mec-là m'a sauvé la vie, et dans les remerciements, il y a une phrase que ça me fait toujours marrer, c'est que je dis merci Gérard, j'aurais pu être un boulanger alcoolique, par chance je ne suis pas boulanger. C'est la phrase que j'ai lue juste en recevant le bouquin, je suis tombé dessus, Ouais. je l'ai lu à tout le monde. C'est la grande blague entre nous, ça. C'est une blague de Gérard, ça, qui m'a dit, par chance. Et voilà, tu vois, donc, pour ça que quand je dis que ce mec-là m'a sauvé la vie, je peux pas dire autre chose, que tu veux que je raconte d'autre. Il aime pas l'entendre, mais c'est sa modestie qui fait que... Parce que tu vois, 25 ans après, quand on se voit, il a toujours un côté daron avec moi. Quand j'ai été nommé au César, c'était le premier à m'appeler. Ouais. Tu vas trop vite. Ça y est, maintenant Pardon. on sait que t'es nominé au César. Ah, pardon, merde, non. Donc tu coupera. Punaise, la chronologie, la Chronologie, dramaturgie, Damien. Oh ah, c'est le réel qui parle. Mais oui. Alors, justement, c'est ça ce que je trouve super joli dans ce que tu dis. C'est un moment, donc t'es sur le tournage, donc on parle du film Monsieur Batignolles. Ouais. Les gens ne le savent pas parce qu'on l'a pas encore vraiment nommé dans Ouais. notre discussion. Et le film Monsieur Batignolles.
Et tu racontes que sur le plateau, tu découvres ce que c'est vraiment pour la première fois la bienveillance. Ah bah ouais. Le principe, c'est effectivement, pour les gens qui savent pas, le cinéma, ça demande une journée de tournage. On tourne plusieurs séquences, plusieurs scènes. Le comédien principal du film, encore plus quand c'est un enfant, en fait, tu crées un espace autour de lui C'est un truc de fou. pour qu'il se sente le mieux possible. Et il te met un peu la pression indirectement, Ouais. même si c'est bienveillant. Il attend des choses de toi. Ah bah oui. Et il dit, tu vois, ce mec qui est là, il est arrivé 3 heures avant toi. Ces mecs qui sont là, ils ont fait la lumière, eux, ils ont fait ci, eux, ils ont fait ça. Maintenant, fais de ton mieux. Mais tu ressens, même ce truc est déjà un petit coup de pression. Hein. Ouais. Mais pour toi, tel que tu le décris, c'est vraiment un espace de bienveillance. C'est étrange. J'arrive. Déjà, il y a de la bouffe gratos. Il y a plus de... ça... C'est fou parce que le soir, j'avais le droit de repartir avec ce que je voulais à la maison. Et même, il y a des gens qui me demandent comment ça va. J'ai un petit coussin pour poser mon popotin. J'ai des maquilleuses très jolies qui me font... Parce que bon, j'ai beau avoir 15 ans et demi, voilà. Tu joues avec de 12 ans, attention. Ouais, en plus, tu vois, c'est ça le truc. Trop mignon. Et puis quand je joue, tu vois, moi, je me rappelle mon premier plan... Je me souviens très bien, je suis assis, j'ai une caméra, mais vraiment aussi près que le micro, là. C'est la première fois que j'ai à faire une caméra. Et le premier truc qu'il me dit, c'est « Ah, tu regardes pas la caméra, hein, ça sent... » Et puis il m'explique, il me dit « Ça, on appelle ça un regard cam, c'est chiant. » Puis à l'époque, c'était de la péloche. Ouais. Et donc il me fait... voilà. Et oui, il me met la pression parce que après, lui, il a quand même misé un petit billet sur moi sans savoir si j'allais être capable de le faire. Bien sûr. Et donc moi, le premier truc qu'il m'avait dit, c'est « S'il te plaît, apprends ton texte. » Ce fameux truc de ce gars-là, le technicien, il est arrivé 3 heures avant, 3 heures, et il repartira 3 heures après toi. Je l'ai encore maintenant. Et mon fils, qui est comédien, je l'emmerde avec ça. Et il y a 2 choses. Je l'emmerde avec les équipes. Et le soir, quand tu te déshabilles, tu fous tes vêtements sur un cintre. Parce que l'habilleuse, elle a pas à faire ça, alors qu'il y a certainement d'autres gars qui vont pas le faire. Et ça, c'est Gérard. C'est Junio qui m'a toujours donné ce truc-là. Très vite, il m'a donné une conscience, j'allais dire professionnelle, mais ouais, quand même, parce que on n'était pas là pour rigoler. Certes, tu vas vivre une affaire, un truc que tu n'auras jamais vécu dans ta vie, mais moi, en fait, derrière, j'ai des millions. Je t'en fais mon film. J'ai misé sur toi, me déçois pas. Mais quand même avec beaucoup d'amour, parce que à la cantine, les gens me font « Hey, viens t'asseoir avec nous, raconte-nous ta vie. » Puis tu sais, forcément, moi, Gérard avait raconté l'histoire à tout le monde, hein, donc tout le monde connaît mon... Ce qui fait que même les autres comédiens, les mecs comme Jules Citruc et tout, qui a le rôle principal, sont effacés à ce moment-là. Et ça, il le vit mal. Et ils savent que je viens d'un milieu vraiment pauvre, tu vois, que des fois, nous, enfin, je rigole pas là-dessus, c'est qu'un morceau de viande, nous, ça nous fait la semaine. Hein. Le rôti, en fait, il est dans tous les plats de façon différente, mais on peut pas déconner avec ça, quoi. Et donc, même sur les fringues, Gérard m'achète des fringues parce que un jour, il m'entend dire « Ah ouais, c'est compliqué, mes fringues, c'est ceux de mon frère. » Alors, et il me ramène des t-shirts, des trucs comme ça. Et mon plus beau souvenir, c'est encore à la maison, le dernier jour de tournage. En fait, je regardais toujours... Jules, il avait une petite Game Boy. Moi, j'avais pas de console de jeu, ça coûtait trop cher. Et à la fin, on m'offre un cadeau, je l'ouvre, c'est une Game Boy Color avec des jeux. Wow. Que Gérard m'avait offert. Il avait envoyé son assistant m'acheter ça. Et je l'ai encore à la maison. C'est une Game Boy jaune qui est dans mes toilettes parce que c'est là où on joue. et personne n'a le droit d'y toucher. C'est un jour, j'ai dit à mes enfants, vous me cassez ça, c'est horrible pour moi. Vous cassez une partie de mon cœur. Ça fait partie de ce truc. Et c'est bizarre d'aimer quelqu'un aussi fort. C'est-à-dire que je l'aime aussi fort que mon papa. Tu vois, il commence à vieillir. C'est horrible parce que les gens qu'on aime, on les voit vieillir et on a toujours peur le jour où ça va s'arrêter. Eh bien, je peux pas m'en empêcher. Et pourtant, Dieu sait qu'il me taille. Mais ça a été une telle bienveillance, un tel amour, une telle façon qu'il a eu des fois quand je jouais de me dire c'est génial. Et puis à la fin de dire à mon père, vous seriez vraiment con de pas le laisser. Une petite anecdote avec ma mère, Gérard Junio. Un jour, elle lui parle des bronzés, puis elle fait « Oh, comment il s'appelle là, le petit chauve je l'aime pas en plus et tout. » Il fait « Gérard Junio. » Elle fait « Oui !» C'est moi, hein, quand même. Et elle fait « Ah oui, ah ben oui. Oh, je vous aimais pas trop, mais bon, maintenant ça va. »
C'est ça. Voilà, ça c'est ma mère. J'adore, mais j'adore. C'est Et tellement, donc, beau, du tellement coup, pur. Et il a toujours été là, comme je te dis. Toujours. Et une autre anecdote, on fait une fête. Et à cette fête-là, le gars qui donne le vin, c'est sa femme, c'est une ancienne institutrice qui me donnait des coups, qui m'en a mis des coups, qui a été horrible avec moi, qui m'a fait redoubler le CE1 en pensant que j'étais déficient mental. Et en fait, je suis devenu oh Damien, vous savez que j'ai eu dans ma classe, et je dis à Gérard vite fait que ce qu'elle a fait la prof, il a pété le contrat du 1. Et non, vous remballez tout, on va se débrouiller. Wow. Et Être protégé. Ouais. Il t'a protégé. Il m'a protégé, il l'a fait tout. Ça fait 25 ans qu'il le fait. Ça fait 25 ans que si je merde sur un truc, j'ai un coup de fil. Donc et puis c'est drôle parce que du coup il a vu grandir mes enfants, il va grandir mes enfants, il connaît mon épouse, il la sous-doigt parce qu'elle écrit des questions qui veut gagner des millions. Alors quand il fait une émission, des fois il lui met un petit message. Donne-moi les réponses quand même. Je connais bien Tu viens de faire sauter une émission un monument de la télé. T'as vu ça? Mais c'est ça que j'aime chez lui. C'est ça que j'aime chez lui, j'aime tout, je crois. Je sais qu'il peut être dur, tu vois, mais c'est même pas être dur, c'est qu'en fait il est droit. Et il a voilà, de toute façon je pourrais jamais dire du mal de cette personne que j'aime. Le succès est là, le film a un énorme succès, colossal. Et les choses s'enchaînent. Ouais. Jusqu'à, on peut le dire maintenant, du coup. On peut le dire, vas-y, ça y est. Je fais les fautes d'orthographe, donc du coup, qu'il y a un film sur un élève harcelé. Il y a 80% quand même, en lisant le scénario. Déjà, en passant le casting, le premier truc qu'il me dit, c'est mais t'es moche. Et je me lève et je dis, je vais t'en coller une. Mais il me fait, oui, non, mais parce que c'est censé être moi, et que moi, je suis pas moche, et que je passe les essais, sauf que le gars, je le perturbe, mais je suis tellement proche de ce personnage que... le film se fait. Je perds 25 kilos pour le film. Je revis une scène où on me pisse dessus, dans le film, à un moment. On fait le festival de Locarno, on fait plein de festoches, et j'apprends que je suis prénommé au César. J'avais déjà été prénommé quelques années avant pour Effroyable Jardin, mais je l'avais pas su, on me l'avait pas dit. C'est vrai. Mon agent me l'avait pas dit parce que voilà, elle voulait pas que je m'enflamme. Ce qui aurait été possible puisque Effroyable Jardin, c'est mon deuxième long métrage. Jean Becker, film incroyable. Jean Becker, avec Jacques Villeray, Dussolier, l'Ermite, Suzanne Flon, voilà. Et enfin bref, et donc les fautes, tout ça, je suis prénommé et finalement je suis nommé. Et la première personne qui m'appelle vraiment, c'est Gérard, qui est nommé lui aussi pour les choristes. Et film qui me suivra toute ma vie alors que j'ai pas joué dedans. Et voilà, il me dit à quel point il est fier. 3 ans avant quand même, j'étais devant sa bagnole, quoi. J'habite à Paris parce que j'ai été émancipé après, très peu de temps après Monsieur Batignolles. À 16 ans, j'ai mon appart. Dans le 18e, c'est mais ça j'habitais dans le 9e à l'époque, rue Bleue. Ouais, c'est ça, rue Bleue. Et après j'ai fait 10e un peu, puis je suis parti dans le 18 parce que c'était là où je me sentais le mieux, mais Gérard t'as ton m'appelle. appart, t'as gagné ta vie. Je gagnais super bien ma vie. Moi, j'ai beaucoup payé de loyer à mes sœurs. Je faisais des trucs de course à mon frère. L'argent, moi, je m'en foutais. De toute façon, moi, je savais même pas ce que je gagnais, puisque, pour te dire, j'avais même pas de canapé dans mon appart parce que je pensais pas avoir les moyens alors que j'avais de quoi m'acheter une boutique de canapé. Donc, mais je savais pas, c'est mes parents qui géraient ça. Un truc beau aussi qu'ont fait mes parents, et ça, je tiens à le souligner, c'est que jusqu'à ma majorité, mes parents gagnaient 20% de mon salaire puisque c'est le droit, à l'époque, c'était le droit parental et tout ça. Mon père a ouvert un compte où il a mis tout cet argent. Et à mes 18 ans, il me les a offerts. Alors que mes parents, ils avaient pas de thunes, et qu'ils auraient eu besoin de cet argent. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai un amour fou pour mes parents, parce que même s'il y a des choses où ils n'ont pas été forcément les meilleurs, il y a tellement d'autres choses où ils l'ont été que... Ton papa, on partage ça. J'ai perdu aussi mon papa. Il est parti il y a peu de temps. Il y a 2 ans et demi, ouais. D'une maladie de merde qui s'appelle la maladie de Charcot. Parce que quand une famille est dans la tristesse, les maladies, elles sont jamais drôles. Et il a eu
cette maladie du coup, il y a 5 ans, on a appris la nouvelle. Je me demande si quand on tournait ensemble, oui, je crois qu'il était déjà malade, mon papa. Je crois, ouais. Et oui, puisque j'avais toujours peur que mon téléphone sonne. Et ça a été une période... Tu l'as accompagné dans tout ça? Je l'ai accompagné, mais je l'ai accompagné plus en fast time, moi. J'ai beaucoup travaillé pendant cette période-là. En fait, déjà, je rentrais très peu, moi, dans ma famille. Moi, j'ai pas été habitué à grandir avec eux. Tu vois, puisque comme j'ai grandi aussi une bonne partie chez ma sœur, et que après j'ai été émancipé, que j'ai fait beaucoup d'internats, je suis pas un grand... T'as pas l'habitude j'ai pas du l'habitude rentrer chez soi. du cocon familial, Ouais, moi. c'est ça. En tout cas, de rentrer chez ses parents. Ouais, chez ses parents, oui. Et donc, du coup, mon père m'a dit cette phrase très très drôle. Commence pas à rentrer tous les week-ends, je vais savoir que je vais mourir. Nous, il faut savoir qu'on a eu beaucoup d'humour jusqu'à la fin là-dessus. C'est beau. Je l'appelais ma Game Boy, ce qui était branché de partout. Je lui débranchais son respirateur pour lui dire, alors tu m'aimes? T'as pas le choix. Au début, il avait une chaise roulante. Je m'amusais à enlever le frein dans les descentes. On s'est marré avec mon père. Un jour, ma mère m'envoie une photo de mon père au cimetière devant la tombe de mon frère. Et je réponds à ma mère, vous êtes allé prendre les mesures? Mais ça, c'était une autre façon. Puis c'est ma façon à moi d'être dans la vie. Des fois, quand ma fille me dit, pourquoi papy il est mort? Je dis, quoi, il est mort? Et elle aussi a grandi là-dedans, tu vois. Je dis, quoi? Mais bon, me le dis pas! Et c'est une maladie terrible, tu vois. Olivier Goy, t'en as entendu parler? De quoi? Olivier Goy. Ouais, mais Ouais. je partage. J'adorerais le rencontrer aussi. Il y en a plein, il y a Pone aussi. Ouais. Didier Marseillais, Ils portent vraiment le combat contre cette maladie avec beaucoup de beauté, quoi. Vraiment, cette résilience. Mais parce que t'imagines, cette maladie, t'es enfermé dans ton corps. Je me souviens que pendant le confinement, mon père m'a dit, je vis un double confinement. Et je trouvais ça... Enfin, puis j'ai vu ce gars, en fait, c'est la phrase que je dis, c'est, en fait, moi, j'ai vu une montagne devenir un rocher qui s'est transformé en petite pierre pour finir en caillou et terminer en poussière. Chez mon père, pour moi, c'était une montagne. J'ai un mec qui a bossé toute sa vie, qui était une force de la nature. Pudique, tu racontes à un moment qui t'offre 2 croissants. Ouais. Moi, toute ma vie, j'ai cru qu'il m'aimait pas. Qu'il était pas fier de moi. Mais par contre, c'est vrai que après j'ai fait un travail psy. En fait, mon père a eu un cancer quelques années avant. Et j'ai eu besoin un jour de me bourrer la gueule pour lui dire pourquoi tu m'aimes pas, pourquoi t'es pas fier de nous. Je pense que indirectement, et c'est pas parce qu'il est parti que je dois glorifier mon père, je pense qu'il a joué vachement dans le mal-être de ses enfants, mon papa. Mais parce que le fait d'être pudique, le fait de nous avoir jamais pris dans les bras, de nous avoir jamais dit je t'aime, de n'avoir jamais porté une fierté sur nous, en fait, je pense que ça a blessé pas mal. Il y a ma sœur qui est malade, qui l'est toujours d'ailleurs, a été, elle, un petit peu plus... parce qu'elle était très belle. Et mon père, du coup, la glorifiait un peu plus que nous, tu vois. Ça l'a pas empêché d'être malade, mais mon père avait ce truc-là. Tous les dimanches matins, j'avais un croissant ordinaire, qui n'est pas un croissant au beurre. Là, c'est le boulanger qui parle. C'est le croissant courbé en lune. C'était hyper... le matin, je me levais, ma maman me faisait mon café. Et le petit croissant... Et quand j'ai eu Batignolles, j'ai eu 2 croissants. Ça s'arrête. Il n'y a pas besoin d'avoir des grands discours, en fait. C'est juste ça, voilà. C'est beau. Tu vois, et même quand, après Monsieur Batignolles, donc quand il m'a offert la console, Gérard, mon père m'a emmené en Suisse et m'a offert un autre jeu de Game Boy. Ça coûtait une fortune, hein. Ouais, Mais c'est con. En fait, moi, je pense que j'ai compris un truc après avec mon père. Mon père, je pense que lui, il avait une valeur du travail tellement forte que il fallait que... tu vois, moi, j'en parle dans le livre. Je pense que mon père m'en voulait parce que moi, je sais pas planter un clou. C'est mon problème de dyspraxie, ça. Je vais faire monter une étagère, ne serait-ce que même un truc Ikea, tu vois, qui est bien expliqué. Je suis perdu. Mais par contre, il y a un truc où on aurait pu se retrouver avec mon père, c'est la cuisine. Et on aurait pu ouvrir un resto, les deux, on aurait appelé ça les 2 gros, on aurait concurrencé les 3 gros. Ça, je peux te dire, on aurait fait fortune. Les jouets gros. Ah, putain. Con, je pourrais plus lui proposer ça. Mais on s'est retrouvés après un moment, on m'a bourré, je lui ai vraiment,
parce que j'étais pudique avec lui et que j'arrivais pas à avoir une vraie discussion avec lui. Et ça va être cliché ce que je vais dire, je me souviens du jour où ça a changé beaucoup de choses. On était en voiture et il y a la chanson Mon Vieux qui est passée de Daniel Guichard. Et Daniel, si tu nous écoutes, merci, parce que j'ai ressenti vraiment ce truc-là. Le côté, il s'en allait tous les matins avec son vieux par-dessus râpé. Mon père, partait à 5h du mat, il rentrait à 19h. Il faisait sa gamelle, il allait bosser en Suisse. On se retrouvait des fois avec les huissiers. Il a toujours été droit. J'ai jamais eu peur de me retrouver à la rue. Parce que autant ils m'ont pas préservé sur la schizophrénie de mon frère, la maladie de ma sœur, les problèmes de famille. Mais par contre, j'ai toujours bouffé à ma faim. Des trucs extraordinaires. Avec peu de choses, mon père, il a foiré sa vie, c'est trop tard, mais lui, il disait qu'il fallait travailler. Non, il l'a pas foiré. Je pense que là où c'est triste, c'est que moi, je sais que mon père, il aurait voulu avoir un resto. Tu vois? Et que il l'a pas fait par peur, parce que mon père, il disait que de toute façon, il faut travailler. Il faut pas aimer son travail, il faut juste gagner sa vie. Et tu vois, c'est strictement ce que j'ai dit à mon fils. Ne fais pas ça. Hein. Fais pas cette connerie. Je préfère que tu te files de la thune toute ta vie. Mais tu fais un truc que t'aimes, mais tu le fais bien. Mais t'es heureux que de te retrouver à faire un taf que t'aimeras pas et d'être malheureux. Hein. Ça, je veux pas. Te mentir à toi-même. Et moi, ce rôle-là, tu l'embrasses, mais je pense que c'est ça aussi, préface, c'est avoir la chance dans sa vie d'avoir quelqu'un qui est capable de voir et de dire ce que tout le monde a besoin d'entendre. Je crois en toi. Mais ouais. Je crois en qui tu es. Je te raconte un petit truc. J'ai lu un livre à l'époque, je voulais faire un film sur le photojournalisme, sur le journalisme de guerre. C'est un truc que j'ai une passion pour cet espace, justement, presque héroïque, d'aller documenter l'histoire du monde, malgré le risque de perdre sa vie. Et il y a un livre qui est écrit, qui s'appelle Le photojournalisme d'aujourd'hui, qui est un métier qui disparaît. Tout le monde a un téléphone portable aujourd'hui, tu vois, tout ça. Bref. Il y a un des journalistes, photojournalistes, qui écrit dans ce bouquin: lorsque j'ai signé chez Magnum, qui est la plus grande agence de photojournalisme du monde, fondée par Capra, et voilà, c'est un monument de l'histoire de la photographie, Magnum. Quand j'ai signé chez Magnum, comme les 84 ou 89 autres photographes qui avaient signé avant moi, c'est l'élite de l'élite de l'élite de l'élite, et que j'ai commencé à parler avec eux, je me suis rendu compte que tout comme eux, j'étais arrivé ici par accident. Ça dit quoi? Ça dit qu'on a tous du génie. Qu'on est tous des génies. C'est Einstein avec son arbre. C'est juste, est-ce qu'on va avoir la chance d'avoir le déclencheur qui nous fait écouter cette petite voix intérieure, cette passion, ce que tu as fait, que tu as déclenché. Mais ton beau-frère, c'est paradoxal, la situation. C'est par la violence qui t'emmène à une des plus belles rencontres professionnelles d'amour avec toi, avec les autres. C'est complètement dingue. Ma prof de théâtre qui me dit je crois en toi, mon beau-frère qui me dit je crois en toi, Gérard, tu vois, en fait c'est ces gens-là, Elisabeth Comelin, parce que c'est aussi important d'en parler, qui joue ma maman dans Monsieur Batignolles, c'est elle qui me présente mon agence, c'est elle qui à Paris est ma tutrice légale quand je suis émancipé. Mais oui, parce que c'est vrai, tu sais, moi c'est une phrase aussi que j'aime bien, que je dis à mon fils, c'est la chance, c'est d'avoir réussi à allumer le feu. Le talent, c'est d'avoir regardé allumer. Parce que moi, j'ai vu plein de gars avoir une chance de malade. On parlait des Césars. J'ai été nommé en face d'un mec qui s'appelle Osman El Karaz, qui était un mec qui jouait dans l'esquive. Plus tard, il aurait pu faire une carrière de ouf. Il était rentré chez un agent, il passait des castings, mais il y allait pas. Et tout ça. Je pense à des mecs comme, je sais plus son nom là, comédien marseillais qui vient aussi d'un kéchiche. Dylan Robert, je crois. Où le mec, il chope un César. Il tourne et tout. Il est en prison là pour avoir buté quelqu'un. Il y a un moment aussi où c'est sûrement pas là où il faut faire attention avec le cinéma, c'est qu'on veut découvrir des pépites. On veut tous rencontrer un Jean-Pierre Léo. Tu vois, on veut tous avoir ce truc de tu découvres. Tu vois, c'est vachement bien le casting sauvage. Mais le problème, c'est qu'après, on t'encense. Si t'as pas été élevé à ça, c'est très compliqué. Hein. Quand toute ta vie, on t'a dit que t'étais une merde, mais qu'après, on dit que tu vaux de l'or,
Je veux dire, tu vois, Ouais, le parcours, il est compliqué à gérer aussi. le parcours, c'est pas le même, hein. Passer de pauvre à riche. Si tu devais aujourd'hui, parce que je pense que c'est vraiment le plus important, si tu devais aujourd'hui parler au Damien de 12 ans, peut-être même avant, qu'est-ce que tu lui dirais pour casser ce cycle de violence, pour casser comment est-ce que tu... T'es pas comme eux. Je lui dirais ça, t'es pas comme eux. Et c'est très bien. Et je lui dirais le poème du début que j'ai écrit, ça va aller. Parce que ça va aller, en vrai. Mais je lui dirais en tout cas, cette colère, transforme-la, quoi. Parce que tu vois, j'ai 39 ans, je suis encore plein de colère en moi, mais je l'ai transformé aussi en bienveillance. Je pense que je suis plutôt quelqu'un qui... on parlait d'hypersensibilité tout à l'heure, tu vois. Il faut faire attention parce que ça devient une mode aussi. Hein. Tu sais, sûr. comme les... Tout le monde est HPI. Ouais. Comme les HPI. En fait, non, bah non, t'es juste con, Didier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais tu vois, c'est... faire attention, mais il y a un livre super de Maurice Barthélémy sur l'hypersensibilité qui parle de ça. Et je pense que je dirais ça au Damien de 12 ans, ouais. T'es pas comme eux. Et c'est une force. Ça c'est le regard d'amour que tu peux porter sur ce gamin. Ouais. Et le message d'espoir que tu lui donnes pour la suite. Ouais. Parce que, justement, tous les cheminements dont on s'est parlé. Mais les outils vraiment dans le harcèlement pur, dans tout ça. Parle un peu plus fort, défends-toi mieux et arrête de te positionner en victime. Parce que on parle de l'agressé, mais il faut savoir que l'agresseur, c'est pas forcément un mec qui est heureux dans sa vie non plus, tu vois. Mais ouais, je lui dirais, sois pas une victime. Il y a un système qui a été mis en place, documentaire de France 2 d'ailleurs, qui est très bien fait sur le harcèlement, où ils parlent de la mise en place d'un système qui s'appelle les sentinelles, c'est-à-dire qu'ils mettent les enfants dans une position de veille. Ouais. À ce que ça ne se passe pas. Ce qui est génial parce que ça génère déjà un espace où les gens sont surveillés. C'est-à-dire que les gamins entre eux, déjà, ont ça. Le fait qu'ils multiplient les sentinelles fait que on n'est pas seul à aller au milieu d'un conflit entre deux enfants et de risquer d'être celui sur qui ça se retourne. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. Bien sûr. C'est que je suis sûr qu'il y a... Dans 99% des cas, l'enfant a envie d'intervenir pour arrêter ce qui est en train de se passer. Mais il se dit, si c'est moi qui l'arrête, ça va se retourner sur moi. Mais le fait qu'il y ait autour plusieurs enfants qui ont ce rôle fait qu'en fait, on inverse l'effet de meute. Totalement. On devient dans une meute positive. Et je pense que c'est aussi le message qu'il faut donner à tous les enfants ou jeunes ados qui nous regardent ou à des parents qui ont des enfants harcelés, d'essayer de se rapprocher de l'école pour voir s'il existe ces sentinelles, de créer un passerelle. Il y a le banc de l'amitié aussi qui est super. Le banc de l'amitié. Le banc de l'amitié, c'est génial. Il y a certaines écoles qui ont ça. C'est un banc. Et quand un élève va s'asseoir, c'est qu'il a un problème. Wow. Et en général, il y a d'autres élèves qui viennent s'asseoir à côté de lui pour en parler. Ça s'appelle le banc de l'amitié. Je trouve ça génial. Et parce qu'en fait, c'est l'écoute. Hein, mais c'est comme les parents, tu vois. Moi, j'ai toujours su sentir quand ça allait pas chez mon fils. J'ai toujours vu des changements de comportement. Je parle de ça la semaine dernière. J'étais dans un lycée pour parler de harcèlement. Je fais ça beaucoup maintenant. Là, je vais beaucoup dans des écoles, dans les lycées, parler de harcèlement. J'ai décidé qu'en tout cas, je travaillerai beaucoup là-dessus. De toute façon, j'ai fait un livre là-dessus, tu vois, donc je vais pas me débiner maintenant que j'en ai parlé. Et en fait, j'étais avec mon co-auteur, Anthony, qui est devenu un ami. De toute façon, il connaît tellement bien ma vie que maintenant, qu'il en sait beaucoup trop sur moi. Et je lui dis discrètement, tu vois, deuxième moment, je vais aller la voir à la fin, je vais lui demander si elle est harcelée. Tu le sens? Et il me fait arrête et tout, c'est bon, Highlander, là, vous vous sentez entre vous. Highlander. Putain, le truc se termine, je vais la voir, je fais t'es une enfant harcelée. Et là, elle s'effondre, quoi. Oh là là. Je fais, tu veux qu'on en parle? Et on en a parlé. Et il me fait, mais comment tu sais? Je fais, c'est des trucs, des mots. Tu vois, parce qu'à un moment, je dis, ce qui est important de dire à ces enfants-là, c'est comme on dirait à une femme battue, une femme violée, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Et on va te croire. Et on va te croire. C'est le plus important. Je te crois. Je te crois. C'est comme avec les victimes
Tu vois, moi, le consentement, ça rentre totalement dans le harcèlement. Moi, c'est un travail qu'on fait beaucoup avec mon fils. Depuis tout petit, je lui répète la même phrase qui vient de moi, c'est non, c'est non. Peut-être, c'est sûrement non. Et oui, peut devenir non à n'importe quel moment. Et ça, c'est le truc que je lui dis depuis l'enfance. Parce qu'en fait, c'est à nous d'éduquer nos enfants aussi par rapport à ça et au regard qu'ils ont, que ça soit sur la femme, sur l'enfant. Puis surtout, moi, j'aimerais bien qu'on écoute un peu plus les enfants. C'est pas normal qu'en France, quand un enfant est violé, battu ou tout ce que tu veux, il n'ait pas le droit de parler à la justice. On l'écoute pas. Je crois qu'on commence à écouter leurs paroles à 7-8 ans. Mais non, les gars. Un enfant, il va pas te mentir là-dessus. Oui, mais vous savez, la maman ou le papa a pu... Un enfant qui se fait fracasser la tronche, il va t'en parler. Ou fait le travail sur autre chose, le dessin. Pardon. Des choses comme ça, tu vois ce que je veux dire. Mais le harcèlement, c'est la même chose. Tu crois que vraiment que t'as envie d'aller voir un adulte et lui dire que tu te fais frapper, il va pas t'écouter. Donc tu vas pas le voir. Donc c'est hyper important, les bandes d'amitié, les sentinelles, ce genre de choses. Il y a des profs aussi référents. Il y a un mec qui est prof de maths, Lucas Math, avec qui j'ai fait un podcast il y a très peu de temps. Ce mec-là, il est tellement super avec ses élèves que quand il y a un élève qui se sent pas bien, qui vit quelque chose de pas bien, ils viennent le voir. Et je sais pas combien il a sauvé de gamins grâce à ça. En fait, moi, si ce livre, il peut sauver 3 personnes, j'ai fait mon travail de colibri. Je sais très bien que je vais pas sauver tout un pays. Mais s'il peut ouvrir, en tout cas, la voie, et tu la connais, la théorie du colibri qui éteint le feu, et t'as tous les animaux de la forêt qui se foutent de sa gueule, en disant, mais t'es tout petit, tu vas pas éteindre le feu. Il fait, je m'en fous, j'ai fait ma part. Mais parce que, en vrai, que ça soit la personne harcelée ou le harceleur, j'ai envie de lui parler. Le harceleur, j'ai envie de lui parler. Parce qu'il est malheureux, à mon avis. Tu ne nais pas avec une envie de harceler les gens. Moi, il y a un truc que je m'en suis rendu compte. Le discours des enfants, tu vois, moi, ma fille, l'autre fois, elle a mis une patate à un gars parce que le gars lui a dit, oui, mais t'es une fille, toi. Donc, t'as pas vraiment le droit de te mettre à cette place. Elle lui a mis une droite. Bravo, ma fille. et en fait, j'ai compris un truc. Ce discours-là, le gamin de 4 ans, tu crois de 5 ans à l'époque, tu crois qu'il l'a naturellement? Il l'a pas naturellement, il a entendu un adulte dire ça. Donc, en vrai, changeons nos façons déjà de faire. Les enfants aussi pourront suivre là-dedans. Et je dirais aux enfants, mais parlez, hurlez. Putain, la honte, c'est pas à vous de l'avoir. Faites-vous entendre. Allez voir les profs, ça marche pas. Parlez-en aux parents, ça marche pas. Parlez-en à vos potes, ça marche pas. Allez voir les autorités compétentes. Allez au commissariat. Mais faites du bruit. Et aux parents, je dirais, va pas voir l'élève. Parce que le père qui a envie d'aller en découdre, qui va choper l'élève, c'est encore pire pour l'élève. Finalement, oui. Non, mais vraiment, ouais. Oui, parce que parce qu'il va prendre tu m'offres cher. une perspective parce que je fais plutôt partie de cette... Mais moi aussi. moi, une fois, je suis allé choper un papa. Travaille, hein. Non, mais moi, je suis allé choper un papa, moi. On aurait dit Vito Corleone. Je te jure, j'ai attendu un papa après un conseil de classe, parce que son fils appelait mon fils Bibendum. Et je sentais bien le gabin, ça commençait à... Attends. Et en fait, un jour, je vais en truc parents-élèves et tout. Et je vois un mec qui arrive, il fait « Ouais, bonjour, je suis le papa de Dylan. » Et je lui dis « Oh, et ça, vous êtes le papa de Dylan ?» Et je fais « Ben, après le rendez-vous avec... est-ce qu'on peut se croiser 2 minutes ?»« Ouais, mais moi, il faut que j'y aille et tout. » Je dis « Non, vous inquiétez pas, je vous attends au café. En bas, et je l'attends au café, je lui demande de s'asseoir. Et je dis « Voilà, il y a un petit souci, en fait, entre nos enfants. Votre fils arrête pas de dire... de se foutre de la gueule du poids du mien. » Il fait « Ah, c'est des enfants. » Je fais « Ah, voilà. » Je voulais pas du tout en arriver à cette phrase. C'est pas une excuse. Ah, c'est des enfants. Et il me fait, ouais, enfin, voilà, vous aussi, vous êtes bien portant. Et je fais, voilà, je voulais juste vérifier qui était le con de l'histoire. Je me rends compte que c'est vous. La seule chose que je vous dis, c'est que mon fils se battra pas avec votre fils. Par contre, moi, j'ai hâte de m'asseoir sur vous. Et le lendemain, le gamin, il allait voir mon fils et il lui a dit, je suis désolé, j'arrête et tout. Mon fils était persuadé qu'il est rentré. J'ai jamais, on en a parlé il y a très peu de temps avec Gabin, parce que toute sa vie, Gabin a cru qu'il avait réussi à faire peur à ce gamin. Il m'a dit, je sais pas, il y a un regard, il y a eu un truc, une éloquence, papa. Et je fais, bah, c'est cool. Et en fait, ouais, va pas voir direct l'élève. Ça va être la merde. On a un petit rituel chez Préface. On a cette petite boîte ici, là. À l'intérieur de cette boîte,
je t'en avais pas parlé, hein, je te cueille. À l'intérieur de cette boîte, on a les lettres de toutes les personnes qui sont venues nous voir ici, qui ont leur histoire à raconter. Et on leur demande d'écrire à quelqu'un qui nous regarde, qui a 2 doigts de changer sa vie, grâce à l'échange qu'on a, qui a besoin de cette petite impulsion. Alors forcément, quand j'ai ouvert ton livre au début, je me suis dit, quoi de plus beau que ce poème magnifique dont tu as parlé juste avant, qui sublime, qui dit toute la sensibilité qui t'habite. Et on demande, donc c'est déjà si t'es d'accord pour écrire ce petit mot. Et ensuite, cette lettre, on la met à disposition sous la vidéo à toute personne qui aimerait la lire. Et on demandera aussi de la lire à travers le micro pour qu'on puisse faire pour les personnes non-voyantes, voilà, qu'ils en aient le contenu. Et je te remercie 1000 fois. Là, c'est moi qui te remercie. Mon âme, je savais ta beauté. C'est magnifique ce que tu as traversé, ce que tu en as fait. Bah, merci. Et la petite phrase que je disais au début, la sensibilité est un trésor. Ouais. Voilà. Ouais, je crois vraiment en ça. Merci, mon dame. Bah, merci à toi. Cet épisode touche à sa fin. Et comme je vous le disais au milieu de l'épisode, si vous aimez ce que vous venez de regarder ou d'écouter, un abonnement peut tout changer. Il y a donc la petite cloche subscribe juste en dessous. Plus vous êtes nombreux à vous abonner, plus le podcast rayonne. N'hésitez pas à partager l'épisode à vos amis, à vos proches, aux gens à qui vous pensez quand vous regardez cet épisode de préface. Un grand merci et à bientôt pour un nouvel épisode.